les bipèdes, bienvenue sur cette nouvelle émission de CGY. Je suis le doc, toujours, et je suis encore une fois entouré de mes camarades. Pez, salut Pez. Et bonsoir tout le monde. Non, c'est pas le même début de l'émission que celle d'avant et encore celle d'avant. Et Néo. Bonsoir tout le monde, oui, voilà. Moi non plus, on n'a pas copié-collé les intros. C'est vrai, On est d'accord. Bienvenue donc si vous nous écoutez pour la première fois. Je vous encourage à écouter les 46 émissions qu'on a fait avant. Cherchez pas 46, il n'y en a pas 46. Hein, ouais. Et sinon, aujourd'hui, petite émission, comme d'habitude, d'1h20, sur un sujet, comment dire, qui va toucher beaucoup de personnes, soit parce que par rapport à leur expérience, soit par rapport à leurs envies. Les envies futures, tout à fait. Voilà. Surtout en ce moment, parce que vous allez voir que c'est un sujet qui aujourd'hui a pris une autre ampleur complète. Exactement. Depuis un an et demi. Donc, et puis de toute façon, les auditeurs le savent puisqu'ils ont le nom de l'émission en fait. Ah merde, ouais. Bah oui. Ok. Donc il y a pas de surprise Ça en va, fait. ça Bah oui, va. c'est les expatriés. Ça va être dur. En parlant des auditeurs, merci à tous nos Patreons. Nous sommes nos 10 patriotes, pardon. On a passé la barre des 2 chiffres. On est dans la dizaine. Yes. Donc On sur est au Patreon, taquet, toujours ouais. pareil, 3 paliers, junior à $1, middle à $3 et senior à 5 senior à 5 euros pour avoir les émissions un petit peu en avant-première, des petits goodies, etc. Avoir accès au Discord aussi pour avoir Ouais. des retours et des questions et tout ça. Aller Et puis plus en des profondeur. émissions bonus qui vont arriver. Ça oui, va venir. tout doucement. Et aussi pour nous soutenir, il y a évidemment les dons PayPal et le Spreadshirt avec Le tout fameux. un tas de goodies. Yes. Oui. On m'a encore envoyé une photo ce matin même à Ah ouais. Disneyland Paris d'une personne qui revêtait la casquette CGY Oh, formidable. pour nous représenter. Ouais, c'était sympa. On est Ah. dans le bise. Donc voilà, casquette, t-shirt, tote bag, tout le bazar. Vous connaissez la musique. Et voilà. Et Très puis bien. tout ça, ça nous aide à faire des émissions encore mieux, avoir des invités encore mieux et toujours plus comme d'habitude. Voilà. Hein, Bah, voilà. Surtout que là, ce soir, nous n'avons pas un invité, mais Exactement. 2 invités. Toujours plus, je vous l'ai dit. Eh oui, et ça, c'est grâce à vous. Et pas des moindres, parce que nous avons Attention. comment dire, Oh, un là, demi-invité. Ouais, c'est même pas c'est un roulement de tambour, c'est... Eh ouais. comment Pour ceux dire, qui nous suivent depuis le début, vraiment, les depuis premières le début. émissions, je les ai faites pas tout seul. Il y avait ni Pez ni Doc, mais il y avait un certain Bibi qui nous avait Non, il quitté. y avait Doc, il y avait pas Pez, il y avait pas Neo, mais il y avait Doc. Oui, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Il y des avait conneries. pas Pez, il y avait pas Doc. Il y Ah avait bah que oui, non, il Bibi. y avait non. Il y avait personne, Je raconte n'importe quoi. Non, donc il y avait Bibi, mais qui nous avait quitté pour aller au pays des caribous. Mais il est reviendu. Bonsoir tout le monde. Et le revoilà. Bonjour Bibi. Et bonjour, ben ça me fait plaisir d'être là. Voilà. Et, waouh, 2 ans déjà, Ouais. pratiquement. Et oui. Et bien content d'être présent. Bon. Et puis en plus, tu viens pas que en qualité d'invité, puisque tu vas revenir dans Eh oui. les émissions. beaucoup plus régulièrement, mais en Eh tant oui, qu'en j'espère tant bien. qu'animateur cette fois-ci. Et oui. Donc c'est un peu ton émission de transition. Exactement. voilà. Aujourd'hui, Remettre je suis les pieds. invité, mais on va essayer de partir de l'autre côté Voilà. de Ouais, la ouais. ligne. Tu vas Et glisser vous- doucement. Ouais, histoire de vous faire des petites émissions de qualité. Ouais. Et alors là, deuxième roulement de tambour, s'il vous plaît, puisque merci Pez. Nous avons un autre invité, Alexis Vanneroy. Bah, salut à vous, merci de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir qu'on t'accueille. Tout le plaisir est pour On va te découvrir et puis te découvrir aussi par rapport à justement tes expériences d'expatrié, puisque tu as quand même baroudé dans le milieu de la CG. Ouais, c'est ça fait... Bah, je suis resté 15 ans aux États-Unis, à Los Angeles, un petit peu à Londres aussi, tout ça. Ouais. Donc, ouais, plusieurs expériences un peu à droite à gauche, dont on va discuter. Là. On va découvrir tout ça. Donc bienvenue à nos deux invités et puis Bienvenue les gars. Merci. et puis Merci. c'est parti. Petite présentation un petit peu. Ouais, on va par qui commencer. Nom, prénom, numéro de sécurité sociale, carte bleue, la totale. Balancer. Non, petite présentation rapidos. Allez, Vas-y. qui commence? Allez Bibi. Ouais, Bibi. Ok, bon, bah pour
pour moi, du coup, pour ceux qui le sachent pas, je m'appelle Benoît Lecoq. Ouais. Je suis Pipeline TD plus spécialisé côté Lightcomp. Donc, je suis Technical Director. Le métier consiste à préparer des outils et faire du support artistique avec des moyens techniques, principalement du langage de programmation Python et l'utilisation des différents logiciels de création du milieu. Donc voilà, je suis Charmeur de serpent. exactement, exactement. D'accord. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire sur moi Bah, par rapport au sujet, par exemple. par rapport au sujet, bah du coup, c'est vrai que c'est curieux d'être de l'autre côté. C'est plus facile de poser les questions. Malin, hein. Tu vas avouer. Alors, bah du coup, oui, il y a 2 ans, j'ai pris la décision de partir au Canada, à Montréal, au Québec. Donc, bonjour à tous les amis québécois. Bonjour. Ensuite, bah, je viens de faire mon retour en France. C'est plutôt frais. Ça fait 1 mois, 2 mois maintenant, peut-être. Je suis revenu début juin. Donc, voilà, c'est tout frais pour moi. Donc, je pense que ça va être plutôt bien de pouvoir échanger avec Alexis de ce côté-là, puisque j'imagine que toi, ça doit faire peut-être plus longtemps que Ouais, t'es ça là. fait 3 ans maintenant. Ouais, 3 ans. Ouais, Donc, bientôt 3 ans. ouais, ça va être vraiment chouette de pouvoir échanger, puisque moi, mon retour, il est tout frais et il est lié au Covid aussi. Donc, du coup, bah, cette magnifique pandémie que nous traversons tous. Voilà, donc mon expérience a été très enrichissante là-bas et je pense qu'on va avoir l'occasion de pouvoir en parler Globalement, un ouais. peu. Ouais, c'était vachement chouette. Bon. Un bilan Pouce positif. Déjà, pouce bleu. Un pouce en l'air. D'accord, merci Bibi. Ouais, je vais t'appeler Bibi, hein, je suis Ouais, désolé, ouais, non, hein, mais c'est, parce que là, je t'en on peut prie, pas pas faire de autrement. souci. Hein. Alors Alexis, je ne connais pas ton surnom, mais je vais continuer à t'appeler Alexis. Si t'as- Parfait, merci. Ça me va très bien. Alors, bah, moi, je m'appelle Alexis Vaneroy. Je suis animateur. Enfin, maintenant, je suis chef, directeur d'anime, comme ils disent ici. Donc, j'étais au Gobelin il y a de ça plus de 20 ans, 25 ans. Donc, j'ai fini major de promo des Gobelins. Et à l'époque, il y avait DreamWorks qui faisait partie du jury, mais qui m'ont proposé de partir aux États-Unis. Et donc, après, je suis parti après 1 an à Londres. Je suis parti aux États-Unis. Je suis resté 15 ans là-bas. Donc, en gros, j'avais 20 ans. Voilà, toute ma vie d'adulte, elle s'est fait là-bas. Je me suis marié, j'ai eu des enfants là-bas, tout ça. Et puis, bah, la France me manquait énormément et j'ai décidé, voilà, après 15 ans, de revenir sur le sol français, d'élever mes enfants en France et d'avoir une vie un peu plus simple et un peu plus normale, entre guillemets, voilà. Ça C'est va être intéressant. Ouais, Ouais. ouais. Normal. Et après, donc oui, ça fait 3 ans que je suis revenu. Et par contre, pour moi, la chose la plus importante, c'était revenir en France, mais pas à Paris. Donc voilà, j'ai fait le D'accord. choix de revenir à Montpellier parce qu'il y avait un pôle d'animation qui s'est monté ici. Et mais voilà, je suis très très content d'être revenu en France pour mes enfants, pour moi, pour même le taf qui est assez sympa jusqu'à présent, quoi. Voilà. D'accord, donc en termes de pays, bon, mis à part la France bien évidemment, donc Donc j'ai fait L'Angleterre. Londres, ouais, j'ai fait Londres pendant 1 an et demi où j'ai travaillé en sortant d'école. Mais comme il y avait DreamWorks, en gros, pour aller aux États-Unis, il faut des visas. Des fois, pour les visas, ça prend du temps. DreamWorks, à la sortie des Gobelins, m'ont dit on va faire des visas, mais ça peut prendre un peu de temps. Et 1 an et demi après, ils m'ont rappelé en me disant ça y est, on a les visas. Ah oui. Et pendant ce temps-là, j'étais parti à Londres et je suis parti de Londres aux États-Unis directement. d'accord, donc Angleterre, États-Unis. Voilà, et après Montpellier. Et en même temps, je vais vous dire, pendant que j'étais à Montpellier, je suis parti 6 mois où je faisais moitié Londres, moitié Montpellier, une semaine. Ça, c'était vraiment sympa d'ailleurs. On pourra en parler un peu plus en détail. Mais D'accord. c'était le côté où j'avais une semaine à Londres où je travaillais pour Dineg et puis je revenais ici et j'enseignais à l'ESMA pour l'autre semaine. Ça me permettait d'avoir un peu une vie plus citadine à Londres et un peu plus tranquille ici. C'était sympa aussi. D'accord. Et du coup, t'es parti direct après les études, sans faire un seul jour de travail en France. Et Bah, non, c'est vrai que j'ai jamais travaillé en France. En fait, si j'ai fait un stage chez Buff avant d'aller au Gobelin. Donc, j'ai Ouais. travaillé 2 mois chez Buff. Ça m'a formé d'une façon à me dire, ok, je vais pas rester là. Et puis, Ah merde. putain, j'espère S'il y a qu'il des gens de Buff qui voilà, nous écoutent, excusez-moi, c'est bon. ce que je me dis, mais non, mais sinon,
Ouais, non, j'avais vraiment déjà au Gobelin, j'avais cette envie de partir, d'aller chez DreamWorks. Même à Londres, je le disais aux gens, je leur disais, je vais aller travailler chez DreamWorks, je vais aller chez Pixar. Ils me disaient, oh, attends doucement et tout. Mais ouais, c'était. Toi, Bibi, t'as commencé en France par contre. Ouais, moi j'ai commencé en France. Je saurais pas dire combien de temps. Je pense que c'est 4 ou 5 ans à Dwarf, animation. Et après, je suis parti du coup bosser à Cinesite Montréal pendant 1 an. Puis la deuxième année, j'ai fait l'atelier animation là-bas. Donc pareil. Là, du coup, moi, mon range d'expérience, c'est ces 3 boîtes-là pour ainsi dire. C'est quand même très très différent quoi, parce que moi je me souviens quand je sortais de l'école, c'était chaud de me dire ah vas-y je pars direct, peu importe, tu vois, t'as justement comme tu disais t'as 20 piges, qu'est-ce que tu vas tout d'un coup te dire surtout que 3 ans avant tu pensais peut-être pas forcément, j'imagine quoi. Non, c'est vrai. Bah, c'est surtout aussi ce qui se passe, c'est qu'à DreamWorks, ils venaient recruter au Gobelin, ça s'était fait genre 15 ans avant nous. Ça s'est fait à la période où j'y étais. On a été 3 années d'affilée à se faire embaucher. Ça a été encore le cas 5 années après où ils ont embauché quelques personnes comme ça. Mais c'était une vraie... c'est surtout de la chance d'avoir pu être pile au moment où le recrutement s'est fait, d'avoir fini major de promo des Gobelins aussi. Ça s'est joué à 0.2 sur les notes. C'était vraiment... Donc tout ça, c'est quand même... Il y a beaucoup de facteurs qui font que ça s'est fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué. À l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, je sais que c'est très très compliqué pour être embauché dans ces boîtes-là, que ça soit Pixar, Disney, DreamWorks, Sony, directement en sortant d'école, j'ai envie de dire c'est même impossible, quoi. Donc, c'est différentes époques. Ouais, voilà, j'allais dire, faut remettre les choses dans son contexte. Ouais, sorti des Gobelins il y a 20 ans, déjà, il y avait peut-être pas autant d'écoles d'animation sur le marché avec autant de jeunes artistes sur le marché, puis il y avait un essor dans les studios d'anime qui a pas maintenant. Enfin, DreamWorks à l'époque c'était une référence. Ça balbutiait encore, je me rends pas compte, 20-25 ans, c'était quoi? Il y avait Shrek qui était sorti peut-être? Ouais, bah à l'époque c'était les premiers. Moi je suis arrivé pour le premier Panda, le premier Dragon, donc c'était vraiment la montée de DreamWorks. Bon après ils ont fait des erreurs et tout, donc ça s'est planté. Alors d'aujourd'hui ils sont en mode cruise, mais c'est surtout ils embauchent plus vraiment de juniors, ils embauchent surtout des gens qui ont déjà un très très bon niveau et qui demanderont pas autant de. Après c'est dommage parce que des gens qui sont sortis des Gobelins et qui sont allés chez DreamWorks, là, il y en a un, il réalise maintenant chez DreamWorks en ce moment. D'accord. Mon autre pote, il est parti en Inde et en Chine et lui, il était le chef d'anime sur Wish Dragon où il a monté tout le studio en Chine pour faire ça. Donc c'était des gens qui connaissaient pas du tout l'animation ni quoi que ce soit. Ils ont réussi à sortir un produit qui est assez joli. Je sais pas si vous avez vu Wish Dragon. Sur Netflix, là, qui est sorti il y a pas très longtemps. Ouais, c'est ça. Ils disent que c'est Sony, mais ça a été fait en Chine par ces gens-là. Alors si je me trompe pas, le titre français c'est le Dragon Génie, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, okay. Merci. Connexion. Petite connexion dans ma tête. L'autre c'était Alexandre Boyan qui lui a fait Mune comme film et puis qui là pareil d'ailleurs il bosse avec Ubi en ce moment. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui sont sortis de cette époque-là là, comme moi et qui sont maintenant des hauts postes et donc c'est vrai que ça fonctionnait bien de les embaucher en tant que junior, mais ils font plus trop ça là, ouais. Voilà. C'est un peu dangereux. Alors, quand on part comme ça, dans un pays... Tu étais déjà parti avant, Alexis, toi Moi, j'ai voyagé beaucoup quand j'étais petit avec mes parents, mais c'était en vacances, quoi. C'était pas pendant un an ou quoi que ce soit, mais oui, j'avais voyagé un peu à droite à gauche, quoi. D'accord. Et toi, Bibi? Alors moi, c'était un peu le même délire avec les parents, mais pareil, je pense que ça se comptait sur les doigts d'une main les pays que j'avais pu visiter. Ça devait être peut-être l'Espagne, l'Italie, la Belgique. Pays limitrophe de la France, quoi, finalement. Oui, voilà, c'est ça. C'était principalement ça. Je crois pas être sorti de l'Europe. Ma première fois a été pour aller justement au Canada. Donc, pareil, très impressionnant. Très, très impressionnant à ce moment-là de se dire, on sort de... C'est fini. Ouais, voilà. Au revoir le vieux continent et... On déploie les ailes et puis... Ça va que ça parlait français quand même. Ça va que ça parlait français. Franchement, ça a été plutôt confortable, même si pour le coup, Cinesite reste une boîte anglaise. Donc beaucoup d'anglophones là-bas. Je pense que c'est principalement là où du coup j'ai bien step up côté anglais parce que on arrive là, on a notre
petit niveau français, on sait pas trop où se mettre et puis on commence à avoir les oreilles qui traînent, qui s'habituent à la sonorité anglaise. On commence à mieux comprendre certaines prononciations, certains mots et puis c'est là où du coup on fait aussi du mimétisme j'ai entendu cette manière de faire d'enchaîner les mots. Donc je vais de construction de phrases, construction de phrases, d'expression, tout ça. Ouais. Et là, à être baigné, franchement pour ça, c'était vraiment cool. Après, l'atelier animation était une boîte québécoise, donc là, du coup, il y avait beaucoup plus de francophones. Et c'est vrai que, je vais pas dire que du coup le niveau anglais retombe parce que tout ce qui est acquis, mais c'est vrai que du coup, on a plus facilement la parlotte française avec des francophones que quand on n'est pas baigné dans l'anglophonie, quoi. Et ton niveau de québécois, du coup, est monté? Je pense plutôt oui, surtout sur la compréhension de certaines expressions. Mais sinon, non, j'ai pas d'accent à proprement parler. J'ai peut-être gardé certaines expressions comme le à tantôt ou ce genre de choses. Bon matin. Le bon matin aussi, évidemment. Sans se moquer, on est bien d'accord, c'est en tout respect. Non, ça fait beaucoup de sens là-bas, donc c'est vraiment... non, puis c'est souvent des belles expressions aussi. La langue n'a pas été une barrière, en tout cas. Face à cet exercice. Priori, non. Dans les premiers jours, ça a été vraiment les deux faces d'une même pile, quoi. C'est vraiment genre, on change complètement. Il y a quand même ce côté de, on se retrouve vraiment dans plus du tout ce en quoi on est habitué. Et derrière, après, ça va assez vite. C'est de toute manière, il y a pas, on avance et puis on enchaîne. Et du coup, à ce moment-là, non. C'est au début, on est, waouh, c'est impressionnant. Et après, je suis dans le grand bain, quoi. Ouais, mais je suis là, quoi. Donc allez, on y va, quoi. Mais à la fin de la journée, ça doit être épuisant, non? Parce que moi, j'ai eu mon expérience, tu vois, que ce soit à Guff ou ici, notamment à Fortiche, là, on a vraiment beaucoup d'étrangers. Et du coup, en fait, sans m'en rendre compte, au bout d'un moment, j'ai fini par switcher. Je me rendais compte en rentrant chez moi que j'avais parlé anglais toute la journée, voire espagnol ou allemand. Non, je parle pas allemand, mais espagnol. Mais le pire, c'est le cantonais, hein, c'est super chaud. Ouais, avec les tons et tout, c'est chaud. Mais ouais, que j'arrivais à la fin de la journée, je fais, ouais, mais je suis épuisé parce que en fait, quand c'est pas habituel, quand même, c'est un effort à faire permanent. Ouais. Parce que même si j'ai un anglais qui est correct, tu vois, mais il faut toujours forcer à comprendre, déjà à comprendre les accents différents, parce que entre un anglais, d'un italien, d'un espagnol, d'un canadien, machin, c'est très différent. Et d'un français. Ouais. Et d'un français, clairement. Et ouais, du coup, c'était assez... C'est intense, ouais. C'est intense. C'est en tout cas, comme tu dis, les premiers jours, les premières semaines, j'aurais envie de dire. Je pense que moi, il m'a fallu peut-être 1 mois et demi, 2 mois avant de me dire... c'est bon, je commence à plus avoir mal à la tête d'avoir parlé anglais toute la journée. Parce que forcément, on réfléchit à comment construire les phrases et comment se faire comprendre correctement. Donc, on essaye de pas trop passer pour... Voilà un maudit français. Ouais, c'est ça. Je vois qu'Alexis hoche la la tête oui, depuis... je regardais ça aussi. Tu partages un peu le... Non, en fait, pas vraiment, désolé. Non, pas vraiment. Mais c'est très bien, du coup, justement, c'est cool que, du coup... Non, mais c'est parce que j'étais dans une école primaire qui était bilingue, enfin, qui était axée enfin, c'était une école privée, bilingue, mais mes parents m'y ont mis, et en fait, je suis parti aux États-Unis 3 semaines en CM2, où j'étais déjà bilingue, et après je suis reparti aux États-Unis à Chicago en camp de vacances pendant 1 mois aussi, et c'est vrai que j'étais déjà bilingue en arrivant, donc j'avais pas de soucis vis-à-vis de mon anglais. Bon, pas de barrière de la langue, non, ok, ça on le raye. Est-ce que tu crois que ça a aidé aussi à l'embauche? Ça a été un autre alignement Non, moi, je pense que non, parce que les autres ils avaient un niveau d'anglais qui était correct, mais ils étaient pas bilingues comme ça. Donc non, je pense que ça n'a pas spécialement aidé. Par contre, pour ce qui était de ma copine de l'époque, elle avait pas vraiment un bon niveau d'anglais, et maintenant elle est complètement bilingue. Elle comprend. C'est vrai que ça aide. Une fois qu'on est dans le pays, au bout de 2-3 semaines, même 1 mois, l'immersion elle est totale et ça change complètement, quoi. Moi, je sais qu'il y en a qui avaient des problèmes pour parler anglais au début chez DreamWorks, et puis ça, au fur et à mesure, ça va de mieux en mieux, quoi. Séjour linguistique, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, clairement. Le premier mois, c'est un séjour linguistique, et après, on attaque les choses sérieuses. Puis nos softs sont tous en anglais, quasiment, donc déjà, tout ce qui est technique, c'est quasiment déjà acquis, quoi. Après, c'est vraiment plus que de la construction de phrases et du vocabulaire global. Ouais.
Oui, parce que ça, c'est du vocabulaire technique. Ouais, parce que des fois, Ouais, on pourrait tu se dis, dire que c'est la partie compliquée. Moi, Oui, tu oui, m'envoies oui. dans une boîte de comptabilité demain aux États-Unis, je vais être paumé, quoi. Mais là, comme tous nos softs, on est même entre nous, on parle de blocking, Ouais. spline, keys, machin, je sais pas comme tu vois. Donc, Ouais. c'est sûr que c'est plus simple, quoi. Alors, ça c'est simple, mais qu'est-ce qui est compliqué? Quand on arrive dans un pays comme ça pour s'installer finalement, c'est pas juste pour faire un petit contrat d'un mois ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour s'installer. Qu'est-ce qui est essentiel de faire en premier? Parce que je suppose que vous avez, à mon avis, une pelletée d'anecdotes, de trucs. Merde, j'aurais dû faire ça avant et je me suis planté et j'ai attendu 15 plombes au bureau. Qu'est-ce qu'il y a à faire en premier quand on arrive dans des pays étrangers? J'ai une petite question En termes de- subsidiaire, c'était que Bibi, toi t'étais parti, parce que t'es revenu assez vite, mais t'étais aussi parti dans l'idée de quand même t'installer? Ou pas? Ou tu savais que ça allait être court quand même? J'en avais absolument aucune Ok, idée. très bien. C'était juste que je voulais savoir. Ok. l'idée de partir et de voir ce que ça allait donner. Ok. Voilà. Pour Ok. moi, l'idée était, oui, certainement un jour je reviendrai. Après, quand, j'avais pas forcément fixé de date. Et puis. C'est à l'aventure, quoi. C'était l'aventure. Ouais. Voilà. Et donc le premier step alors, c'est quoi? Quand Les on faut papiers. partir. Papier, bitte? Non? Bah ouais, c'est ça, c'est les papiers, c'est le visa, et une fois qu'on est sur place, c'est le numéro de sécurité sociale, la voiture, l'appartement, tout ça. Après, selon la boîte par laquelle t'es embauché, c'est là où ça change tout, je pense. Mais par exemple, pour le cas de DreamWorks, moi, ils m'ont donné $10,000 déjà pour mon déménagement. Bon, C'est après, le fameux pack de relocalisation. pack de relocalisation, Ouais. donc là, chez Fortiche, c'est 500 €. Voilà, donc c'est pour faire la différence. C'est pas le même budget. Ça me paraît vachement plus normal. Bon, après, faut savoir, sur les $10,000, on payait quand même une partie si on utilisait dans l'ensemble. Mais bon, surtout ça pour dire qu'ils avaient aussi, j'avais un appartement pour le premier mois qui était déjà mon nom, qu'après, ils avaient des gens qui m'aidaient à trouver justement un logement, qu'ils mettent en place une banque là-bas où j'avais déjà un compte que je pouvais, voilà. Donc tout ça, ça D'accord, m'a tout bien était aidé. créé déjà Ouais. avant. En tout cas, ils sont là Par la pour, boîte. voilà, pour nous aider à nous Ok. installer et tout. Donc, c'était quand même assez simple, j'avoue. Après, ça reste quand même très compliqué parce qu'on est aux États-Unis, qu'on sait pas ce qu'il faut faire au niveau, voilà, de la sécurité sociale, de toutes ces choses-là. Mais ça, sur l'ensemble, ça a été, je suis tout à fait honnête, le plus dur, ça a été au niveau argent. Au début, c'était un tout petit peu limite. Parce que le coût de la vie est très très cher à Los Angeles. D'accord. Et qu'au début, le salaire était ok, mais c'était pas non plus. Voilà. Pourtant, je pense que c'est plus que ce que je touche aujourd'hui. D'accord. Mais c'est vrai que, on en parlera sûrement plus tard, mais c'est vrai que le coût de la vie, comparé au salaire, c'est souvent aussi c'est ça qui fait qu'on a un bon niveau de vie ou pas. Et donc, Ouais. ça peut vite, on peut vite se dire, tiens, c'est super bien comme salaire, mais en fait, derrière, il y a tellement de coûts que. Oui, parce que sans aller jusqu'à l'étranger, on a une personne qui est arrivée il y a pas longtemps là qui a mis du temps à descendre parce qu'il se disait justement non, je vais devoir baisser mon salaire et tout, mais quand ça fait 3 semaines qu'il est là, il dit mais j'étais trop con, j'aurais dû accepter dès le départ parce qu'en fait il fait super, enfin t'es bien ici quoi. Ouais. Et même si effectivement tu sucres un peu ton salaire là à côté, c'est hyper important quoi. Qui est descendu De Paris. De Paris, pardon, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Sur ça, juste, c'est important pour quand même d'en parler, c'est que les salaires sont moindres à Montpellier, mais le coût de la vie est quand même moindre. Alors les gens ils disent si c'est pareil qu'à Paris, si on va au supermarché, et en Oui. fait je me suis rendu compte que même au supermarché les prix sont moins ici qu'à Paris sur des petits détails, hein, mais c'est souvent un quart, un tiers moins cher selon les produits, et puis ne parlons pas des loyers et tout ça, donc c'est vrai qu'à la fin on s'y retrouve souvent. En fait, c'est ça, c'est que souvent les gens, quand tu leur dis que la vie est moins chère, ils pensent que c'est les consos dans les bars, que c'est les restos, que c'est les machins. Mais ça, pas du tout. Là, c'est le même prix qu'à Là, Paris. c'est le même pour prix. coup. Ouais. Mais c'est vrai que par contre, oui, dans le magasin et le loyer, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. D'accord. Et Bibi, ça a été aussi... Je me retrouve pas mal par rapport à ce que tu disais sur le côté où, en effet, les premières semaines, on est là à compter les premiers billets. Après, j'ai eu aussi mon petit pack de relocalisation qui était bien moins sympathique. Je dois l'avouer. Mais Combien de dollars tu as eu, toi? je veux pas mettre en porte-à-faux la boîte qui m'a engagé, mais non, en vrai, ça s'est très bien passé et ça s'est très très bien fait pour le coup. C'est exactement la même chose. Ils te guident quand même. Ils savent que tu viens d'un autre pays.
Donc globalement, tu vas être guidé pour l'ouverture de ton numéro de sécurité sociale, l'ouverture de ton compte. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé, je crois, un jeudi là-bas. Je commençais le lundi à bosser, histoire de me recaler avec les jet lags. Et je crois qu'ils m'ont dit, mercredi matin, tu ne bosses pas. Tu es payé pour aller faire toutes les démarches administratives. Et on s'engage, il faut que tu ailles le faire absolument, c'est très important. Okay. Et ils m'ont dit, il faut que tu fasses ça, ça et ça. Voilà. Donc, oui, donc ils avaient déjà une espèce de checklist, protocole, de checklist pour les nouveaux arrivants. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ils t'avaient filé un appart aussi pendant ce temps-là? Alors du coup, sur les 2 premières semaines, j'avais un appartement. Après, il y a pas mal de copains qui sont aussi là-bas, donc là pour le coup, je me suis pas retrouvé dans une ville inconnue, sans personne, à être complètement lâché. Donc j'ai pu me débrouiller et prendre le temps de trouver un appartement. Mais pareil, dans le pack de relocalisation, ils te disent Montréal, c'est comme ça, tel quartier, c'est plutôt ça, tel quartier, il y a ça qui se passe, etc. Au final, j'ai pas vécu à Montréal, j'ai vécu à Longueuil, juste à côté. Pour ne pas avoir trouvé d'appartement qui me convenait à ce moment-là. Et puis c'est pareil, on arrive globalement souvent là-bas avec nos bons a priori bien français de je veux un truc en dur, je veux pas de bâtiment en bois, ça va cramer, ça me fait peur. Donc en fait non, pas du tout, ça se passe très bien, c'est c'est une ville qui est très jolie aussi. Donc non, j'ai trouvé un appartement là, et puis après c'est pas mal ça. Il y a je pense que c'est la checklist, c'est trouver un appartement assez rapidement du coup, puisque là du coup il n'y a pas eu le mois complet. Après c'était du coup ouverture du NAS, du numéro de sécurité sociale canadien, et puis je crois qu'il y a aussi Service Canada. Pour le cas particulier du Canada, il faut se déclarer à Canada, et il y a la RAMQ aussi, ce qui est je ne sais plus du tout le nom complet, mais c'est l'assurance maladie québécoise. D'accord. Donc du coup, voilà, c'est se déclarer au Canada, au Québec, ouvrir son compte bancaire et roule ma poule. Et l'administration, alors, est-ce qu'elle est vraiment meilleure que la française? Oui. Elle est trop... ça a été radical. Désolé, mais oui. Alexis, à quel niveau? Pareil aussi, Pardon. Ouais, je sais pas. Pas plus que ça, ouais. Ouais, la France, ça va de mieux en mieux, je pense. Mais... Ouais. Enfin, c'est surtout, il y a encore pas si longtemps que ça, les impôts, ils étaient toujours pas déduits de ton salaire, il y avait toujours pas d'impôts en ligne, tout ça, ça paraissait un peu à l'ancienne. Mais c'est vrai que maintenant, ça commence à changer. Je pense que... Ouais, j'attends de voir pour ça, pour le coup. Je mets ma réserve là-dessus. Alors, qu'est-ce qui est plus facile, entre guillemets, ou en tout cas plus... les impôts la première année, je suis peut-être tombé dans le cas où je me suis un peu embêté pour pas grand-chose parce que fut un temps j'ai été comptable. Donc j'ai voulu faire ma déclaration d'impôt moi-même, puis ça s'est très bien passé, mais ils ont un système là-bas au Canada ou au Québec. Je sais pas si c'est typique du Québec ou si c'est complètement au Canada. Je laisserai les gens répondre dans les commentaires. Mais globalement, il est conseillé de faire appel à un comptable pour s'assurer que tes fiches d'impôt soient correctement remplies, puisque sinon tu peux recevoir une amende. Donc du coup, le coût de l'amende est plus cher que le fait de payer un comptable. Donc l'un dans l'autre, on préfère faire appel au comptable. Généralement, c'est le comptable qui prend la douille si jamais il y a une douille à mettre. Et puis il remplit très bien la fiche pour toi, il fait les calculs aussi. La deuxième année à être passé par un comptable, à ce moment-là, on voit une petite différence quand même. Surtout avec le Covid. Aux États-Unis, c'est pareil. T'es obligé de passer par un comptable. Enfin, ça a changé. Moi, sur les dernières années, je passais par un truc qui s'appelle TurboTax, qui est en ligne. C'est un comptable pour toi qui fait tout. TurboTax. En France, ils ont commencé à lancer des trucs un peu similaires, mais ça marche pas très bien. Mais ouais. Je connaissais Turbo Squid, mais TurboTax. Mais c'est vrai que ça, après, ça fait que tu peux les faire tout seul. Et ça coûte quand même $100 par an, enfin pour le faire une fois, alors qu'un comptable, ça va coûter $150-200. D'accord. Ouais, c'est ça. Ça va, je pensais qu'ils prendraient plus, tu vois. Vu forcément. Aussi, je m'attendais à des sommes beaucoup plus élevées. Là, tous les gens prennent un comptable, quoi. Enfin, la plupart des gens, donc c'est. Donc, est-ce qu'il vaut mieux être comptable ou graphiste? Ok. Comment sont vus
les Français à l'étranger? Dans vos différentes expériences. Tant sur le plan du travail que en dehors du travail. Ouais. Enfin, toute expérience confondue, quoi. Bah, Allez, on commence par le boulot. Allez, commençons par le boulot. Bah, pour ce qui est de DreamWorks, il y a beaucoup de Français. Je pense qu'on était à peu près 50 à DreamWorks de Français, donc ils sont bien vus. En règle générale, on est vus comme étant assez francs et assez honnêtes, parce que à l'inverse, les Américains sont très gentils et positifs, mais ils n'ont pas tendance à dire vraiment la vérité. Donc, L'Américain est fourbe, donc. Bah, il est bien, enfin, entre guillemets, bien élevé. Non, pas vraiment. Oui, il est diplomatique. Il détourne, très diplomatique, c'est ça. Alors que le Français est plutôt en train de dire que tout est de la merde. Oh bon, ça se saurait. Mais sinon, donc ils sont vraiment appréciés chez DreamWorks et. Après, aux États-Unis, ça dépendait des périodes. J'ai envie de dire, il y a eu des périodes où la France était mal vue, des périodes où c'était mieux. Et tu sentais la diff, vraiment? Pas à Los Angeles, mais selon les coins où tu vas, oui, parce qu'en fait, les États-Unis, c'est tellement grand et il y a tellement d'écarts. Bah, vous pouvez voir dans les présidents qui sont choisis, on peut passer d'un président noir à un mec qui, c'est hallucinant. Donc, ça prouve la différence du pays, quoi. C'est vraiment. Et donc, c'est selon où tu vas, bah, tu te dis, ouh là là, je veux mieux pas que je dise que je sois français. Et puis à Los Angeles, ça va très bien, quoi. Les gens, ils adorent. Ah, t'es français. Il faut mieux avoir un accent. Si tu veux plaire, tu fais un petit coup d'accent français, ça marche tout de suite. Donc, ouais, ça dépend vraiment de. D'accord. À Londres, ça n'a pas été la même expérience, du coup. Parce que les Anglais, ils nous vont moins dans leur cœur, quand même. Ouais, c'est vrai, c'est pareil, j'ai envie de dire. Ça dépend des Anglais, si c'est Manchester, tout ça, ouais, c'est un peu moins, mais pareil, à Londres, il y a quand même un côté français, French touch qu'ils aiment bien, malgré tout. Ah, okay. Ça dépend, ouais, mais c'est... D'accord. Bibi, et pour moi, comment ça se passe? Je pense que je te rejoins pas mal là-dessus. Professionnellement, c'est vrai que, comme ça, les Français, il y en avait pas mal. Ouais. Et puis, c'est vrai que, ils étaient toujours bien considérés et bien aimés globalement, pour toutes les raisons que tu as pu avancer. Et après, sur le côté le rapport Québec-France, je saurais pas vraiment dire, puisque du coup j'ai pas pu être vraiment en contact à cause de la pandémie, puisque je suis arrivé moi en mai 2019 là-bas. Donc j'ai pu avoir 6 mois tranquille, mais je me suis baigné avec des Français dans un microcosme franco-français au Québec là-bas. Après, je pense qu'il y a pas mal cet aspect-là quand même. Je sais pas si c'est typique de Montréal ou pas. Je pense que c'est pareil. Les gens me corrigeront si je dis des bêtises. Mais il y a pas mal ce côté quartier à Montréal où les Français sont sur le plateau Mont-Royal. Il y a Little Italy, il y a Chinatown, il y a ce genre de choses. Ouais, c'est pareil partout, ouais, pareil. Même à Paris, même c'est communauté voilà, Los Angeles. Je suis sorti de ma campagne pour aller à Montréal, donc du coup, je ne connaissais pas les grandes villes pour le coup. C'est vrai que tu fais bien de préciser ça, c'est que j'ai pas cette expérience-là non plus je peux pas vraiment parler pour cet aspect-là, puisque j'ai pas eu d'expérience dans d'autres grandes villes que Montréal au final. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez commun pour tous les gens qui voyagent, même simplement, que à partir du moment où t'es dans une grande ville, il y a pas de méga surprise, quoi. Il y a pas de raison. C'est souvent cosmopolite, donc ça a souvent plein de cultures qui se mélangent et tout. C'est sûr que si tu vas en Chine ou au Japon, c'est un peu plus serré, on va dire, mais Vivi, il a raison sur le fait t'arrives là-bas. Moi, en tant que Français, j'étais qu'avec des Français pendant 15 ans. Je suis tout à fait honnête, les Américains, moi je les ai côtoyés tous les jours. Par exemple, Steve, avec qui on travaille, c'était quelqu'un avec qui j'ai fait des films, des choses comme ça en dehors du travail. Il y en a très très peu. En fait, je trouve qu'au niveau, souvent tu vas avec les gens avec qui, déjà c'est ta langue natale, t'as des petites, des boutades, des choses que tu peux pas avoir la même chose dans une autre langue. C'est souvent très dur, ça prend beaucoup de temps. Et même avec ça, après, c'est aussi des différences de culture qui sont assez extrême, même entre les États-Unis ou la France. Je suis sûr que, et même entre Montréal et la France, c'est pareil. Les Québécois, je sais qu'ils ont tendance à être beaucoup plus positifs, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus sympas que 200%. Ouais. C'est pas mal frappant d'ailleurs. Et du coup, on n'est pas vu comme des chieurs, oui, ou comme ça, des ça va, en fait, comme des gens sales, ou pas respectueux, disons, de la nature et tout ça. Moi, j'ai eu une expérience québécoise aussi, mais c'est vrai qu'il y avait,
à discuter avec des Québécois, il y avait un petit peu de ça aussi. Vous êtes tout le temps à râler les Français, Ouais, tout ça, ça, ouais. voilà. Ça, oui, Ouais. Bah, pareil, franchement, moi, même si j'ai travaillé avec des Québécois et que je les voyais tous les jours, mais c'était dans un milieu professionnel, au final, je me suis peu lié d'amitié avec un Québécois, ce que je regrette d'ailleurs, parce que c'est vrai que je pense qu'ils peuvent beaucoup apporter, notamment par rapport à cette positivité, qui est quand même, voilà, c'est là sur le coup, c'est vrai que bon, mon retour tout frais me dit. Les Français, qu'est-ce qu'ils font? J'ai été baigné pendant 2 ans dans cette positivité et c'est vrai que waouh, c'est ça. Bah déjà ils ont ce truc un peu chaud au cœur de toujours être quand même très très engageant et très sur la discussion. Voilà. Puis il y a ce côté aussi où c'est au premier abord quand on rentre en France, les Français peuvent avoir tendance à un peu couper la parole. Là où les Québécois le font pas du tout. Et en fait, ils parlent, ensuite ils laissent le temps à la personne de répondre, et une discussion se construit comme ça. C'est pas une discussion qui se construit sur quelque chose qui se coupe. Comme je viens de le faire. C'est ça. Non, mais c'est marrant parce que exactement ça. il y a une néo-zélandaise sur YouTube là qui s'appelle Not Even French qui fait énormément de vidéos sur les expats, etc. Son expérience qu'elle a eue en France. Et elle parlait exactement de ça, d'un truc très subtil, mais qui fait que dans toutes tes conversations, du coup, il n'y a pas le même rapport. Parce que nous, on est là en train de venir interrompre et dire ce qu'on pense, quoi. Et râler, souvent d'ailleurs, mais... Oui, c'est souvent pour ça qu'on interroge généralement. Mais oui. Ça a été dur de s'adapter, ou... Alexis, je pense moins, parce que comme t'avais déjà sur le l'école, long terme, ça a été. Enfin, Ouais. moi, je sais qu'après 15 ans, j'étais très positif et un peu trop d'ailleurs. Mais t'as attrapé ce truc. Ouais, ça m'a fait du bien parce que moi, j'étais vraiment très, très. C'est de la merde, ça me fait chier. Très râleur, très, 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 ouais, là-dedans. Maintenant, ça revient doucement après 3 ans. Je trouve que En France, voilà. je vais le retrouver, incroyable. Ça m'a manqué. Et toi, Bibi, au début, il y a des gens qui étaient un peu en mode, tu pourrais être plus sympathique, sous-entendu? Non, pas tant que ça. Non. Pas tant que ça parce que du coup, je suis rentré dans une expérience anglophone par le Canada. Donc du coup, forcément, là, vu que moi j'avais la barrière de la langue un peu, je me suis retrouvé à être comment ça s'appelle? Sur le côté de me dire, il faut que je construise mes phrases. Donc du coup, quand on me parlait, j'avais de suite ce retour de prendre la distance sur il faut que je prenne le temps de respirer déjà, d'analyser ce qu'on vient de me dire, de construire la phrase, d'enchaîner là-dessus et de pouvoir donc en fait cette histoire de coupure, je le faisais pas parce que en fait, tout simplement, j'étais un peu paumé déjà de base. Et j'ai repris ce truc-là après, quand je suis parti. En fait, ça s'est fait très naturellement pour moi, pour le coup, sur ce truc-là. Et par contre, du coup, je sens que, voilà, après 2 mois, déjà, ça commence à revenir un peu. Ce côté de... Ça revient vite. Ça revient vite, ouais. Ouais, ça revient vite. Et du coup, comment, au niveau du travail, on s'intègre dans un environnement avec une différence de culture, parce que c'est vrai que la culture française, l'état d'esprit français est quand même assez particulier dans le monde, pour avoir voyagé un petit peu à gauche à droite. C'est vrai voilà, les Français, on les remarque de suite de toute façon à l'étranger. Comment ça se passe l'intégration au boulot? Au-delà de la barrière de la langue, dans le rythme du quotidien, comment est-ce qu'ils approchent le boulot et tout ça que tu veux dire? C'est quoi? Ouais. C'est ils sont plutôt, on prend un café le matin, on commence à discuter, ou on rentre dans l'art d'entrée, comment ça se passe un peu les journées en Amérique? Là, moi, sur cette expérience, j'attaquais mes journées. Je savais que j'avais une demi-heure de pause sur la journée qui était compris, plus ou moins. On est sur des rythmes de 40 heures au Canada. Donc, on sait qu'on travaille 40 heures semaine. Ça va faire du bien, ça, à certaines personnes, d'entendre. Écoutez bien certaines personnes. Ceux qui se plaignent, qui travaillent trop. Puis c'est pareil, je pense que c'est peut-être ça aussi qui est apprécié, c'est que, je sais pas comment... beaucoup de gens voient les choses, mais moi, très personnellement,
quand je travaille en France, je suis à 35 heures. Je vais faire mes 35 heures, mais en fait, arrivé à la fin de la journée, sur mes 7 heures de travail, je vais peut-être me dire, ça serait dommage que je pousse pas juste quelques minutes de plus pour pouvoir terminer, arriver à palier, une étape, à un palier de mon travail actuel, et pouvoir reprendre le lendemain en me disant, voilà. Je sais pas si c'est le cas dans d'autres dans d'autres communautés aussi, si c'est typiquement très français ou autre, mais en tout cas, c'est vrai que du coup, sur les 40 heures, on va peut-être faire allez 42, 45 heures. C'est ce que j'allais dire, c'est 40 heures avec des heures sup induites. Non, du coup, là sur ce genre de choses, les gens ils vont dire, moi je suis payé 40 heures, c'est tout à chacun voit la façon de faire et comme ils veulent. Je sais pas si c'est typiquement français de dire, c'est pas pour les quelques heures de plus, voilà quoi. Ça je saurais pas dire. Peut-être que Alexis aura d'autres retours. Oui, parce qu'aux États-Unis justement, on a souvent cette, je sais pas si c'est un cliché ou un truc que tout le monde pense alors que c'est faux, mais on dit toujours qu'aux US tu comptes pas tes heures. Ouais, non, c'est pas vrai parce que si tu fais des heures en plus, t'es payé en heures sup une fois et demie. Donc, s'ils te demandent de rester plus, c'est que tu vas être payé plus, quoi. Après, si c'est de ton plein gré, tu peux, parce que t'as envie de bosser plus ou quoi. Eux te les payent sans te demander ou? Non, en gros, ce qui se passe, c'est souvent, on arrive dans des fins de film, on est en rush. Donc moi ça m'est arrivé sur certains films, ils m'ont dit est-ce que tu peux bosser samedi, dimanche, ça m'est arrivé de bosser pratiquement 14 jours d'affilée sans avoir un week-end quoi. Sauf donc après tu fais du 60 heures, 70 heures, mais moi ils te payent tes heures sup à une fois et demie, donc ça te fait vraiment des beaux salaires. C'est comme à Weta d'ailleurs, ils font pareil, mais à Weta les gens ils sont payés une fortune parce qu'ils font tellement d'heures et puis ça coûte rien. Une cravache, ouais. En fait c'est juste que légalement ils peuvent le faire, voilà. Du coup mais sinon les gens par exemple les Américains ils font 9h 6h, ils font 9h 6h quoi, c'est 9h 6h. Nous les Français on arrivait le matin 9h, on restait en bas, on prenait un café ensemble, tout ça, 9h15, on arrivait, on travaillait, c'est vrai que je faisais pas gaffe. De toute façon, à partir du moment où tu fais ton travail et que c'est apprécié, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Enfin, du moins en animation, quoi. Pour ça, je suis d'accord. Ça reste quand même, il y a quand même la culture prédominante du tant que le travail est fait. Ouais. Peu importe la plage horaire un petit peu. Exactement. Que tu vas... c'est flex. Justement, ça c'est souvent. Alors je sais pas si c'est partout à l'étranger, mais du coup c'est plus flex, je pense, à l'étranger qu'en France. Nous on est quand même très très cadré sur l'horaire, quoi. C'était ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez été jugé parfois en France, tu vois, dès que tu fais un truc, on dit tout de suite quelqu'un qui vient dire lui il a pas bossé pendant 1 heure, t'as vu, il est arrivé à 10h et tout. Parce que fait ça en France, je pensais pas moi. C'est terrible, hein. C'est terrible. Putain, merde. Alors dans notre milieu moins. Dans notre milieu je pense moins, tu vois, parce que on est tous, je pense qu'on est tous d'accord pour ce que tu viens de dire. À partir du moment où le taf il est fait et qu'il est bien fait, y a pas de souci quoi. Mais oui, moi, dans toutes les boîtes où j'ai été, j'ai toujours entendu des gens qui ont fini au bout d'un moment par le dire en fait, dire ouais mais lui de toute façon ou elle, voilà. Donc tu vois, ouais. En fait, c'est quand même là derrière, tu vois. Et je sais pas si c'est pareil aux ça nous est arrivé, nous, d'entendre, les Français, le matin, ils sont souvent dehors en train de prendre un café. Ouais. Après, bon, c'est plutôt... mais bon, notre café est quand même bien meilleur que celui-là. J'ai dit ça, moi. Non, par contre, moi, après 15 ans de DreamWorks, à la fin, par exemple, le matin, je travaillais de chez moi on va dire de 8h à 10h, je faisais 2 heures. Après, j'allais à la gym. Après, pendant 1h30. Après, j'arrivais au travail, j'avais le lunch gratuit. Je restais jusqu'à 16h, puis je repartais chez moi. Donc, en gros, je faisais, dans la journée, je faisais 5 heures, 6 heures de taf au grand max. Je faisais plus mes heures, mais je faisais mon travail bien plus que ce qu'ils demandaient, quoi. Donc, pour eux ça leur allait, donc après c'est quand même très très flexible, tu peux quand même avoir un peu ce que je veux dire, là, on parle pas d'une flexibilité de juste 1 heure ou 2 plus tard plus tôt, c'était vraiment à partir du moment où tu fais après ça m'arrivait de bosser le week-end parce que moi j'avais un remote, ça commençait déjà à l'époque là d'avoir un petit peu de remote, c'est vrai que ça aidait pas mal à pouvoir ajuster tes heures selon comment tu veux. Donc le remote c'est le télétravail pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude. On translate. Mais j'allais dire un autre truc, j'allais dire, mais j'ai oublié, tant pis, continuez sans moi. ça m'arrive à chaque fois, c'est bête. Non, mais du coup là, moi j'ai envie de rebondir sur tiens, ça cogite. Une autre question, on va parler argent. Voilà. Alors on a tous cette idée préconçue on part à l'étranger, on s'expatrie parce que ça paye mieux ailleurs.
Alors, qu'en est-il Qu'ailleurs, Voilà, le billet est plus vert. Qu'en est-il de cette de cette question? Et qui plus est, j'en ai une autre qui me vient en tête, c'est quel est le rapport avec l'argent qu'ont les Américains, les Canadiens, pour vos expériences? Parce qu'en France, c'est quand même très tabou de parler argent. Donc, voilà. Qu'est-ce que... Bah pour moi là comme ça, j'ai pas spécifiquement parlé parce que argent avec qui que ce soit, enfin sur les échanges, j'en parlais peut-être plus avec des Français justement, bizarrement. D'accord. On comparait un peu pour essayer de se resituer, pour savoir, pour avoir des échanges ou ce genre de trucs, savoir si on était dans une bonne range, si c'était correct. Après il y a les fameuses grilles salariales, donc du coup on te dit bon oui ok par rapport à ce que tu demandes, bon on est d'accord, on n'est pas d'accord. En tout cas il peut y avoir cet échange avec la boîte quand tu te fais recruter. Après sur le day to day avec d'autres personnes, j'ai pas trop eu de discussion de ce côté-là. Après, je sais pas, toi, Alexis, comment ça s'est passé? Nous, pareil, entre Français, on a commencé à discuter un peu de nos salaires. Moi, je voulais me faire augmenter. Je suis allé voir la recruteuse en lui disant, justement, lui, il est payé un peu plus que moi. Et là, elle m'a regardé, elle a fait, oula, non, alors, tu ne peux pas me dire ce que les autres gagnent, tu peux pas en parler avec les autres, ça n'a pas le droit et tout. Bon, c'est pas le cas, on a le droit d'en parler avec les autres et tout. C'était juste parce qu'elle voulait pas qu'il y ait ce genre d'échange, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut faire. C'est vrai que par contre, les Américains ne parlent pas de leur salaire. C'est quelque chose qui est c'est comme nous. Oui, alors qu'on aurait cru l'inverse. Moi je pensais qu'il y avait pas, vu qu'il y a quand même une culture aux États-Unis. Ouais, c'est assez tabou. Ouais. Par contre, pour ce qui est de la culture de l'argent aux États-Unis, c'est vraiment différent en France. C'est un pays capitaliste et ça se ressent dans tout, quoi. C'est-à-dire que tout le monde vit pour avoir la plus grosse voiture, tout le monde vit pour avoir le plus gros jardin. C'est fantastique. Tu ne parles pas de ton salaire, mais tu le montres. Mais tu le montres. C'est exactement, c'est ça. Est-ce que du coup, même si vous en parliez pas, tu devais sentir des écarts de fou, quoi? Non, il y a pas. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, comme disait Bibi, il y a des grilles salariales, donc les écarts sont plus ce qu'ils étaient maintenant. C'est vrai qu'il y a certains animateurs, comme James Baxter ou des gars comme ça, où c'est sûr qu'on gagne pas du tout la même chose, mais c'est parce qu'ils sont là, ils étaient à Disney à la bonne époque. C'est des superstars. Ouais, c'est des superstars, voilà, c'est ça. Donc là, ils gagnent mieux. Mais sinon, dans l'ensemble, par contre, pour ce qui est du salaire, c'est vrai que ça ouvre. Bon, déjà, de partir à l'étranger, ça ouvre sur plein de portes. Ça donne plein d'opportunités. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, d'être revenu en France, ça m'a ouvert plein d'opportunités. Le fait d'être allé là-bas, sans même parler du fait que je gagnais plus ou moins de l'argent, déjà, ça me permet d'avoir des opportunités de vie. Et c'est pareil aux États-Unis, ça permet, de rencontrer des gens, de créer des liens, de tout ça. Donc c'est sûr que c'est très très bénéfique. Après, sur le salaire en lui-même, oui, on est mieux payé aux États-Unis qu'en France, mais le niveau de vie est vraiment cher. Donc à la fin, ça se vaut, je pense, parce que moi, quand j'étais là-bas, j'ai réussi quand même à mettre de l'argent de côté sur toutes ces années et tout ça. Mais là, je vois qu'en rentrant en France, j'arrive quand même aussi, pareil, à mettre de l'argent de côté et à avoir un niveau de vie où je suis vraiment bien. Donc, c'est les heures sup qui faisaient la diff, finalement. Non, j'en ai pas fait beaucoup d'heures sup. Moi, tout à fait honnêtement, les dernières heures sup que j'ai fait, c'était justement, ça doit être il y a 12 ans. Après, des fois, ils me demandaient, je leur disais non, je veux pas les faire, puis je les faisais pas. Ah ouais? Carrément. Ça c'est bien aussi, pour le coup. Moi aussi, on m'a demandé de... Et est-ce que ça te pénalise, du coup? Pardon, excuse-moi, j'ai fait le français. On dit français. Tu disais du coup, non, je disais, non, ça pénalise pas spécifiquement. En tout cas, c'est voilà, t'as le droit de dire non, je veux pas faire d'overtime, je veux pas faire d'heures sup. Ici, c'est ça s'est présenté à moi peut-être 2 ou 3 fois. Et puis il y a eu une fois où j'en ai fait, mais en fait je m'en suis même pas rendu compte. Donc et puis du coup, là pour le coup, vu que j'avais pas communiqué, ils m'ont même dit attention, tu refais plus jamais ça, quoi. Donc ils sont très carrés sur le truc de overtime, attention. Temps supplémentaire, on doit te rémunérer pour ça, on veut pas d'embrouille, donc si jamais tu vois que tu restes, tu envoies un message à ton N+1 et puis on vérifie et on active ou pas, quoi.
Ils sont D'accord, un cake, pardon, excuse-moi, Doc. Ouais, non, ça fait 2 fois. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est même pas par... Tu peux même pas dire, mais non, mais je reste parce que ça me fait plaisir et c'est par passion, c'est par machin. Non, pas possible. Non, là, il y a un truc comme ça où... Peut-être légalement, Oui, ils si sont jamais il se passe quelque J'allais chose. dire, ouais. Ouais. Ils ont peur que tu te retournes contre eux, non? Ah oui, c'est ça. C'est... Surtout aux US, on sait qu'ils y vont. Ils sont très procéduriers, non, Ouais. aux États-Unis. Ouais, c'est un gros problème, je trouve. Enfin, moi, c'est une des raisons pour laquelle je suis revenu en France. Ce qui me fait peur, c'est que je trouve que ça prend la même direction ici, mais je suis tout à fait honnête sur tout. Maintenant, il y a des assurances pour tout. Les gens, ils sont procédurés tout autant, je trouve. Donc, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ça régit beaucoup la façon dont la boîte dirige les gens et dans ce qu'ils peuvent faire. Donc, par exemple, sur la fin, la DreamWorks, ils nous disait, bon, il faut que vous preniez absolument vos pauses de telle heure à telle heure pour pas que vous travailliez trop longtemps, sinon après, ils peuvent être, justement, on peut leur dire, ben non, vous nous faites travailler tout le temps, vous n'avez pas dit ça, donc tout est très, très encadré, quoi. Mais de plus en plus, c'est vrai que je trouve ça bof. Il y a une sonnerie pour la récré et tout ça, quoi. C'est limite ça, ouais, non, mais c'est vrai, c'est limite ça, quoi. Ah, vache. D'accord. Bah, sans aller jusque là non plus, mais oui, c'est vrai que c'est très 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 procédurier. Pour moi aussi, j'ai ressenti, et c'est vrai que c'était important de respecter les règles, ou en tout cas de communiquer sur comment il pouvait y avoir des petits écarts, des trucs comme ça, ah ouais non. C'est vrai qu'en France, en tout cas, je sais que moi j'ai eu tendance à parfois dire non mais là il y a un truc, il faut que ça sorte ce soir, c'est super important. Et puis la fois où ça s'est présenté à moi, je l'ai fait là-bas. Sauf que du coup, le lendemain matin, j'ai eu un petit rendez-vous avec le N+1 qui m'a dit non, ça non, plus jamais. Il faut que le truc sorte quand même. Enfin, comment ça se passe du coup après? Qu'est-ce qu'ils décident de faire dans ce cas-là alors? Une fois qu'ils t'ont pris une fois comme ça et que tu te retrouves face à la même situation encore. Bah, tu demandes. Tu demandes l'overtime, quoi. Ah, d'accord, ok. Tu demandes oui, ils l'overtime. l'ouvrent quand même au final, mais il faut que je te demande avant, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, okay. C'est ça. Je pense que là, sur ce genre de cas, si j'avais eu à le faire une deuxième fois, ça s'est présenté qu'une seule fois. Donc sur 2 ans quand même, voilà. Ça va. Et puis ouais, là je pense que du coup, c'était suffisamment, comme Alexis dit, procédurier sur le fait que non, tu demandes et après on te débloque le truc et il y a aucun problème pour ça. Là pour le coup, c'est vrai que ça j'ai beaucoup apprécié, c'est que il y avait le visage un peu fermé t'as pas fait de bêtises, mais On refait jamais ça. voilà, faut pas dépasser non plus. Ouais. Mais d'un autre côté, il y avait le truc de dire on veut communiquer sur ce genre de choses et ils ont ouvert une porte en fait de dire non, faut pas faire ça, là il a été trop loin, donc du coup voilà, on revient, on recadre le truc, on remet le truc sur les rails et puis on y va quoi. Plus une histoire de clarté pour tout le monde. Ouais, exactement. C'est ça. Et d'être dans les rails pour tout le monde, quoi. Ouais, mais comment tu mixes ça avec la flexibilité, justement, du coup? C'est compliqué. Ici, c'est un peu à la pointeuse encore, à l'ancienne, tu vois, Bah, ils ont pour moi, en tout cas, ils ont une petite armée de production managers. Ouais. T'allais dire de drones qui te traquent, qui te mettent un il y a des grosses teams de RH, de trucs comme ça. C'est souvent ce qui pêche en France, c'est souvent le peu de gens. Bah, il y avait une personne assignée, par exemple, juste sur le département TD, TD Dev, qui s'occupait, et c'est justement lui, c'est le manager en question qui m'a dit non, mais ça, plus voilà. J'ai appris que tu étais resté plus tard, donc non, on fait pas ça. Okay. Et voilà, ça s'est très bien dit, ça s'est très bien fait, voilà, y a pas, attention, je suis pas allé dans un bureau, et puis ils m'ont écartelé, et des trucs. Non, pas du tout, ça s'est passé dans un couloir, c'était, oui, bon, on m'a dit ça, faut que je sois clair avec toi, il faut plus que ça se reproduise, machin. Et puis ça s'est arrêté là, quoi. Mais ouais, ils ont ce production manager, et lui, je crois qu'il en avait 2 en dessous de lui, qui gérait justement un côté TD, un côté dev, un truc comme ça. D'accord. Donc, et pour revenir à la question de PES, du coup, t'as eu l'impression d'être payé correctement là-bas aussi? Bah, oui, je pense, oui. Ouais. Oui, globalement, oui. La première année à Cinesite, après, c'est marrant parce que à partir, tu te demandes si tu vas être bien payé. On t'annonce un peu le coût de la vie quand t'es embauché. Donc tu te dis, bon, ben, ça devrait aller. Moi, à avoir fait mes calculs avant de partir, je m'étais dit, c'est à peu près le même niveau de vie que Montpellier, pour Montréal. Peut-être un peu plus cher à Montréal, mais techniquement, je vais être payé peut-être un peu plus cher aussi. Donc du coup, bon ben voilà.
Et puis en fait, le profil fait aussi ce qu'on est. Et du coup, quand j'ai changé, j'ai pu prendre une augmentation. Et à ce moment-là, du coup, ça a été encore plus simple. Et c'est là où, pour le coup, moi, j'ai pu mettre de côté et faire et avancer sur ce genre de choses. Donc, je pense que la première année pour moi, elle a été, je vais pas dire ric-rac parce que c'est pas honnête de dire ça et c'est pas cool. C'est plus, ouais, j'ai vécu. C'était bien, c'était correct. C'était suffisant. Et la deuxième année, là, pour le coup, j'étais bien dans ce que j'avais, quoi. Après, c'est pareil. Du coup, je pense qu'on n'est pas trop capitaliste, en tout cas, on n'a pas ce côté de, on veut montrer où est-ce qu'on vit et on veut montrer qu'on a de l'argent. Donc, du coup, la deuxième année, j'ai changé d'appartement. Donc, j'ai pris un appartement qui était à peu près dans le même range de prix que ce que j'avais, qui était pas très cher. J'avais déjà plus ou moins tous les meubles qu'il me fallait, donc j'avais pas de rachat à faire, etc. Donc je me suis juste adapté à une vie un peu plus cool, justement. Et puis ça a été facile de changer, justement. Est-ce que t'es encore considéré comme le français, machin, et donc il faut encore prouver des papiers, prouver des machins, ou à partir du moment où t'as le taf, c'est bon, ça roule? Non, c'est simple. Même pour le premier appartement, là, par contre, il y a une grosse différence par rapport à la France, c'est le statut intermittent. Si, tu surveilles beaucoup, je trouve. Mais c'est vrai, ça c'est affreux. En ça, France, c'est affreux. Le préjugé de l'intermittent ici? Non, mais c'est trouver un logement parce que t'es intermittent. Ouais. Faites des faux CDI. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, en plus. C'est tellement bête. C'est absurde. Faites pas ça, pardon. Non, on s'entend, bien sûr. Mais c'est vrai que pour le Canada, tu présentais ton papier, voilà mon contrat, voilà ce que je touche. Les mecs ils disent bon ok, tu viens d'arriver depuis 3 semaines, c'est bon, tu l'as l'appart. Oh putain, ok. Ah ouais. Bon, c'est quand même très grosse Après il y différence. a quand même une petite crise du logement à Montréal en soi, qui fait qu'il y a vraiment beaucoup plus de demandes que de logements. Donc du coup, et puis il y a aussi le fait que je crois que tous les déménagements au Québec, se font le 1er juillet. Donc, genre du la fête, coup, la fête du... la fête du Canada, je crois, un truc C'est comme la... ça. Ah merde, on va Attends, se faire- quoi? C'est la- Ils font tous ouais. leur déménagement le 1er juillet? Ouais, Oui. si, Ouais, il y a c'est ça, ouais. une fois par an, ouais. 1er juillet, Les- c'est impressionnant. Hein. Oui, ils déménagent toute l'année, Ah, il y mais en a le de- 1er juillet, il y a un gros truc, quoi. C'est ça? Ah là, En fait, c'est les baux se quasiment tout le terminent au monde, c'est 1er juillet. 80% des gens qui doivent déménager le Ah, font ce jour-là. le quoi. bail du truc? Ouais. En Ouais. général, ça finit le 1er juillet. C'est ça. trop marrant, ça. Parce Quelle que- idée. Et du coup, si jamais tu veux partir plus tôt, t'es obligé de trouver. La règle, c'est si tu pars plus tôt, tu fais une cessation de bail. Donc du coup, tu dois trouver c'est toi qui as la charge pour le propriétaire du logement de trouver le locataire. Ok, Et c'est si bon à tu- savoir, hein, parce que oui, ça veut dire que t'es pas non plus hyper flexible, quoi. Si tu vas là-bas, faut... Non. Oui, Après, puis, du coup, c'est vrai que si tu y vas et que tu vises d'y aller en décembre, je suis pas sûr qu'il y ait le marché que tu es en juillet. Puisque Ok. du coup, tous les logements se défont et se font en juillet. Et puis, du coup, il y a aussi un énorme, je crois qu'on peut dire turnover sur ce genre de choses, où du coup, il y a beaucoup de gens qui échangent d'appartements, des trucs comme ça. Mhm. Ça devient un bordel monstre dans Montréal. Il y a des camions dans tous les sens. Puis, voilà. Est-ce que du coup, ça s'étale sur plusieurs jours ou c'est que le 1er juillet que c'est la Non, merde que le premier. Ah ouais. Par contre, d'accord, ok. C'est rigolo. Ah oui, non, Bah c'est après, impressionnant le 1er juillet. une Oui, anecdote, ouais. oui. Quand même, si ça va s'étaler un peu, parce que forcément, il va y avoir des gens qui vont être un peu préventifs. Si par exemple, tu vas avoir, j'en sais rien, moi, des gens qui vont partir à Vancouver ou ce genre de choses, du coup, ils vont peut-être partir une semaine plus tôt ou une semaine plus tard. Donc du coup, il faut être un peu flex quand même. Moi, mon appartement, quand je suis parti en juin, j'ai pas eu de problème non plus. Et puis c'est même le propriétaire qui a trouvé Ok. mon remplaçant. Donc il y a quand même ce rapport aussi de, on peut parler des choses. Ça reste flex de ce côté-là sur les règles, c'est ça. Mais derrière, dans les faits, si on a un rapport d'honnêteté et d'échange Si sur ça les se goupille personnes. bien et que... Ouais, franchement, j'avais un propriétaire adorable sur cet aspect-là et qui a été vraiment cool. Pour finir du côté pécunier, parce que je sais qu'on l'avait pas mis dans notre liste de questions, c'est est-ce que du coup tout ce qui est assurance, les trucs extra en dehors du loyer, de la bouffe, etc. Est-ce que vous avez senti une différence entre la France, la sécu qu'on a ici, je sais qu'aux US tu payes très très cher dès que tu vas chez le médecin ou des choses comme ça, enfin en tout cas dans les spécialistes et tout,
Est-ce que vous avez senti une diff là-dessus, genre un poids vraiment qui... Parce que moi, c'est la sensation que j'ai. Tu vois, demain, on me dit, vas-y, on t'embauche de l'autre côté là-bas. Je vais me dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe si je me casse une dent, si bidule, si machin? Est-ce que c'est des trucs qu'il faut que je prenne en compte quand je négocie mon salaire, ou est-ce que, bah non, c'est les aléas de la vie comme partout, et au final, vous avez le même rapport à ce truc-là, que ce soit là-bas ou ici? Aux États-Unis, donc pour ce qui est de la Sécu, à DreamWorks et à Los Angeles, on est les seuls à avoir un union. Ça s'appelle la CGT. Un syndicat. Un syndicat. Un syndicat. Donc on a un syndicat pour l'animation à Los Angeles qui est très rare. Donc c'est le cas pour Disney et DreamWorks. Et ce syndicat ont une health insurance, donc une assurance santé. vie, santé qui est pour tout le monde et qui est celle de Los Angeles. Donc c'est pour tous les gens qui sont dans le cinéma. Donc c'est vraiment le système de santé au top. Donc pour ce qui était du système de santé, c'était plutôt pas mal. Je t'avoue que là, quand je suis rentré en France, j'ai voulu aller au dentiste, ça me coûtait plus cher que ce que je payais là-bas. Ah oui. Voilà. Parce après, qu'on a l'audience ici qui fait ça, mais c'est pas là. Ouais, regardez, oh là là, mais prenez-en de la graine, les gars. En gros, c'est vrai que s'il y a un truc sérieux, par exemple, je me dis si j'avais quoi que ce soit de vraiment sérieux, je pense que je reviendrai en France pour me faire soigner, parce que ça peut. Par contre, à l'inverse, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui perdent tout parce qu'ils ont une maladie grave et que ça coûte beaucoup d'argent. Donc après, ça peut dépendre. Par exemple, on va dire quelqu'un qui fume aux États-Unis et qui va avoir un cancer, et ben malheureusement, il va devoir payer de sa poche parce que l'assurance ne va pas payer parce qu'il fume, quoi. Donc c'est sur ce genre de choses où d'un coup, ça peut vite basculer de l'autre côté, quoi. Le Canada, c'est la même, du coup Ouais, c'est pas mal la même. Je sais même pas ouais. si c'est pas une obligation d'avoir une assurance maladie là-bas, notamment avec la RAMQ. Faudra vraiment qu'on mette ça dans les commentaires ARMQ, mais je crois que c'est le régime d'assurance maladie du Québec. Ouais. Ah oui, voilà. Bingo. Donc du coup, je pense qu'au Québec, il y a quand même une belle couverture de ce côté-là. En tout cas, après, je sais pas du tout si elle est obligatoire ou quoi que ce soit. Mais on me confirme du coin de l'œil que c'est ça, c'est ça? Oui, Régie de l'assurance maladie du Québec. Ok, c'est ça. Donc du coup, on est Une bon. régie, quoi. Ouais. Et c'était non, franchement, je me suis fait arracher mes dents de sagesse là-bas. Ça m'a coûté. C'est quoi, ça le trou dans la joue. Ouais, c'est ça, ouais. Sans passer par l'extérieur. Après, je suis dans un cas particulier aussi. Quand j'ai été embauché, c'était pour un visa particulier. Je ne suis pas parti en tant que PVT. Donc là, par contre, on rentre sur un embranchement vis-à-vis du Canada où c'est pas la même chose. Là, moi, quand ils m'ont acheté, ils m'ont fait un pack sécurité sociale, machin et tout, et ils m'ont couvert. J'avais peut-être une meilleure couverture que les PVTistes qui sont là-bas. Alors, je précise le PVT parce qu'on a beaucoup de jeunes, en tout cas d'étudiants, choses comme ça, qui n'ont peut-être jamais entendu ce terme. Un PVT, vous me corrigez si je dis des bêtises, mais ce que j'ai compris, c'est que c'était un visa qui permet d'aller travailler à l'étranger pendant 1 an. 2 maintenant? C'est permis vacances-travail, le PVT. C'est ça. C'est un permis qui... Oui, je me suis bien renseigné. Ah bah oui. C'était dans les cartons d'essayer de traverser l'Atlantique à la nage, mais bon... S'il n'y avait pas eu ce Covid virus de merde. Oblige. Non, ouais, c'est un permis vacances-travail, en fait, sur le principe d'un tirage au sort. Il y a des quotas qui sont désignés pour la France chaque année. Et en fait, ce permis, une fois validé... permet pendant 2 ans de soit travailler ou être en vacances au Canada sans aucune restriction d'aller-retour. Oui, parce que normalement, on va dans un pays, on revient au bout de 3 mois. Là, tu peux y rester 2 ans. Du coup, c'est un visa, voilà, vraiment de 2 ans où on peut faire des allers-retours entre la France et le Canada. Sans... Et puis de travailler pour n'importe quelle boîte aussi, oui. parce que quand on a un visa de travail, juste de travail, si t'es embauché par une boîte québécoise ou canadienne, tu ne peux travailler que pour cette boîte et ton visa n'est ouvert que pour ta période de travail. Ouais, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Ouais. Voilà. Et du coup, si tu veux rester plus longtemps, si tu veux, à ce moment-là, tu switches de boîte qui va te refaire un autre visa, qui va te prolonger ton visa. Est-ce que tu dois rentrer entre les 2 boîtes?
Ou est-ce Alors, que il tu y a peux le rester fameux là-bas? tour du poteau, Le normalement. tour Le tour Je du sais pas si poteau? vous avez Ouais, je ça. connais, tu sors aux États-Unis, tu reviens. Ouais, c'est ça. J'ai entendu. Tu sors du. Alors normalement, j'ai jamais eu à le faire parce que du coup, Covid oblige. Mais normalement, la règle c'est qu'en Oui, bah, effet, balancer quand on l'astuce. fait un changement de visa, on doit faire le tour du poteau. Donc en effet, soit aller à la frontière la plus proche, généralement les États-Unis. Il y a des gens souvent, je crois, à Montréal, ils font un petit vol vers Boston et puis viennent, un truc comme ça. Où c'est le coup. Enfin, arriver là à Montréal, je crois qu'on est à 6 heures de voiture de New York, donc on en profite pour faire un petit week-end tranquille. C'est ça, un petit week-end à New Puis, York. et puis on revient quoi. C'est la même aux US, le côté Alors, pour période et les- tout ça. c'est une bonne question. Sur les visas aux US, c'est quand même déjà, le seul moyen d'aller travailler là-bas, c'est d'avoir un visa. Obtenir un visa pour aller travailler aux US, c'est très compliqué. Vraiment compliqué. Donc, Oui, 1 an et demi, tu nous disais déjà au début. ouais, bon, déjà, c'était à l'époque. Donc, ça dépend des périodes. Mais donc, pour les animateurs, nous, qui ont été embauchés en sortant des Gobelins, on a tous fait un visa O, ça s'appelle. Les visas O, c'est des visas célébrités, entre guillemets. Donc, on devait déjà prouver qu'on avait eu des prix, qu'on avait eu des entretiens, des choses dans les magazines, des trucs comme ça. Donc, c'est un beau paquet de paperasse. Je crois que ça coûte à peu près $10,000 aussi de faire un visa comme ça pour la boîte qui passe par les avocats. Donc c'est très compliqué à obtenir. Maintenant, il y a certains autres visas, comme des visas étudiants, mais ça ne te permettra pas de travailler aux États-Unis, ou des visas L, mais ça, il faut travailler pour une boîte qui est en relation avec la boîte. Donc il faudrait qu'il y ait un DreamWorks en France et qui te fasse venir là-bas. Un échange de talents au sein de la même boîte, en Ouais, fait, c'est mais ça. pas au même... Donc ça, c'est vraiment, je pense, le truc le plus complexe aux États-Unis. C'est pas tant d'avoir les qualités dans la démo ou les choses comme ça pour être embauché, mais c'est plutôt le fait qu'ils arrivent à débloquer un visa par rapport à tes aptitudes ou ce que tu as fait avant. Et c'est un autre truc aussi à prendre en considération, c'est-à-dire que quand on vient avec un visa O aux États-Unis et qu'on vient avec sa conjointe, enfin sa femme, etc., ils ne peuvent pas travailler. Donc ça veut dire que, bah voilà, par exemple, moi, ma femme, parce que donc on s'est marié pour qu'elle puisse venir avec moi sous mon visa, et à partir du moment où on s'est marié, elle n'a pas pu travailler pendant pratiquement 7-8 ans. Ah ouais, Oh là là. 7-8 ans. Ah bah, à partir du moment où on reste sous un visa O, ça restera comme ça tout le long. Et donc ces visas O, là c'est un visa O1 par exemple, bah, c'est 3 ans. Donc pendant 3 ans j'ai un visa, et après bah, DreamWorks le renouvelait toutes les années. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'il renouvelait, il fallait qu'on parte du pays pour rentrer comme ça. Tac, tac, tac. Bon, en général, on allait en France l'été, donc on le faisait à chaque fois, mais il fallait donc passer quelque part, par un tour du poteau, l'ambassade, oui. et tout ça, c'est quand même Très assez grand chiant. poteau. Très très grand poteau. Et sinon, bah, le meilleur moyen, j'ai envie de dire, c'est de faire la loterie à la carte verte tous les années. À partir du moment où on a une carte verte, là, ce sera beaucoup plus simple de se faire embaucher. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma carte verte à partir de 5-6 ans aux États-Unis. Ça m'a coûté aussi beaucoup d'argent. Hein. Pareil, de même manière, par un avocat qui a déposé le dossier en étant pseudo carte verte célébrité. Mais après ça, bah, après 5 ans de carte verte, j'ai demandé ma nationalité américaine. Donc maintenant, aujourd'hui, je suis français et américain. Et pareil pour mes enfants. Voilà. Donc je récapitule parce que moi j'ai eu du mal à suivre. Pardon. Si tu veux choper une carte verte, t'as dit que c'était de la loterie, donc c'est Donc, vraiment du bah, coup de bol. ouais, soit tu fais de la loterie, donc ça c'est tous les ans il y a une loterie pour la carte verte, Ouais. donc tu Mais ça se t'inscris. passe comment? Enfin, c'est un Ouais, tu truc à t'inscris gratter en c'est- ligne, ouais, c'est Ouais. ça, et en gros bah, ils choisissent certaines personnes qui ont gagné cette loterie. Après ça veut même pas dire que forcément même si t'as été pris t'auras ta carte verte, mais t'as quand même de grandes chances. Il y a une première sélection et après, Ouais. il... Et après ils filtrent décident quand si même, oui ouais. ou non, voilà, tu peux. Au donc, bout de 5 ans avec la carte verte, tu peux demander la nationalité américaine. Ouais. Ok. Il y a des Et donc, cartes à de partir du moment où tu résident. as la carte verte, faut que tu habites aux États-Unis pendant 5 ans, je veux dire, pour avoir la nationalité américaine. Ok. D'accord. Et la carte verte, elle a remplacé ton visa à ce Ouais. moment-là? Voilà. Et Et du à coup, partir ta du moment où femme, elle était pouvait travailler, à livrée partir elle-même du moment où... non, parce que quand tu as une carte verte, ta femme, elle a une carte verte aussi. Ah d'accord. Donc, Ok. Ok. Et à partir de ce moment-là, elle a pu travailler aussi. Yes. Ok. Ok. Ouais. Ouais, parce que ça Donc, paraissait long, 8 ans quand même. Mais c'était très très long. Ça fait partie, et surtout les expats qui sont là-bas en français et qui sont venus avec leur femme, bah, c'est pour tous pareil. Et en fait, toutes les épouses, bah, elles travaillent pas forcément, sauf à partir du moment où on a une carte verte. Et puis après, c'est des petits boulots, tout ça. Et c'est vrai que ça crée, si je suis tout à fait honnête, ça crée un peu
voilà, un microcosme où bah c'est ça qui se passe pour tous les couples là-bas et mais c'est pas pour les épouses comme ça, c'est pas génial. C'est souvent très très dur, ou les époux, parce que du coup ouais, même c'est vrai. Enfin, je veux dire, si c'est une femme qui est engagée, qui a ouais. Et voilà comment naît une série Desperate. Desperate Housewife. Non, mais c'est vrai, hein, il y a beaucoup de ça, quoi. D'accord. Moi, j'avais juste une dernière question. Je pense que niveau timing, non. Ça va, oui, on a encore un oui. peu de marge, c'est cool. Oui. C'est cool. Du coup, on est loin des 3 heures. Comment ça se passe une fois rentré au doux pays, retour en France? Comment ça se passe les liens qu'on a avec le pays dans lequel on a vécu? Par exemple, là, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, les numéros de sécurité sociale, les comptes bancaires, les visas, etc. Pour toi, Alexis, d'être franco-américain, pour les impôts, etc. Comment ça se déroule, ça? On coupe les ponts, on se fait oublier, non? Enfin, non. Non, jamais de la vie. On garde contact quand même. On les appelle au moins une fois semaine. Allô la RAMQ. Allô Service Canada, bonjour, vous me manquez. Non, je crois que là pour le coup, en tout cas, il faut se renseigner vraiment sur cet aspect-là. Quand on revient en France, il y a quand même des démarches à continuer à faire, notamment donner ta nouvelle adresse, être joignable en fait tout simplement vis-à-vis des impôts pour eux. Au niveau administratif, là pour le coup spécifique de Montréal, il faut que je tienne au courant et Canada et Québec, puisque Montréal est dans le Québec. Et après, du coup, pour faciliter les choses, j'ai pris la décision de garder mon compte bancaire là-bas pour les prochains impôts, puisque du coup, l'un dans l'autre, Québec, il est plus courant de recevoir de l'argent vis-à-vis des impôts. Ils ont plus tendance à ponctionner sur ton salaire, plus que ce qu'ils devraient. Donc généralement, t'as du crédit d'impôt plus que il y a beaucoup plus de crédit d'impôt. En tout cas, moi pour mon coup, ça a été ça. Et puis c'est globalement, je crois, une fois et demie le salaire mensuel qu'on a. Donc du coup, c'est toujours de l'argent qui est bon à prendre. Voilà. Ce genre de choses. Pour moi, pour ce qui est du retour, comme je suis américain, je paierai des taxes aux États-Unis toute ma vie. Ah bon? Ouais. Voilà, je dois déclarer mes salaires partout dans le monde de ce que je touche. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, cette année, j'ai payé des sous sur mon salaire français aux États-Unis. Enfin, des impôts sur mon salaire français aux États-Unis. Ah ouais, si t'as une nationalité américaine, tu payes. Voilà. Ah donc, merde. Après, ça a des avantages aussi. Hein. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je travaille pour iAnimate aussi, qui est une école en ligne. Et donc, je suis payé aux États-Unis. Et je paye mes impôts aux États-Unis là-dessus aussi. Mais ce qui fait que je paye moins d'impôts que si je donnais ces cours en France. Donc, il y a des avantages, des inconvénients. Dans l'ensemble, ça se retrouve. Par contre, c'est très compliqué en termes de déclaration, que ça soit en France ou aux États-Unis, pour déclarer les deux revenus des deux côtés, c'est un petit peu complexe. Mais ça doit être un enfer. Ça va, je me suis démerdé. J'étais un peu dur au début, mais là, ça y est, maintenant j'ai compris, donc ça va. Mais t'as quand même un double impôt à payer du coup en France et aux US. Quoi. Ouais. Après, ils font des crédits d'impôt l'un et l'autre en fonction d'eux, mais là, par exemple, j'ai payé des sous sur mes revenus français, quoi. Donc j'étais un peu. Ouais, c'est vrai que t'as l'impression qu'il y a une c'est un peu la double peine quand même. C'est ça, clairement. Une première fois en France, une deuxième fois aux États-Unis. Et du coup, quand on est là-bas, qu'est-ce qu'on a comme lien encore avec la France justement? Enfin, Moi, j'avais zéro lien. Pour le coup, je déclarais plus rien. T'avais coupé tous les ponts. Tout, ouais. À ce niveau-là, au niveau administratif, Hein? T'avais perdu ta nationalité à un moment donné? Non. Non, on peut avoir la double de toute façon. Ouais, tu perds, t'as toujours la double. Ouais. Enfin, en France, ils acceptent la double. Aux États-Unis, ils le savent pas, donc ils s'en fichent. C'est vrai, ils demandent pas. C'est juste si ton pays Par exemple, j'ai un pote je crois que c'est danois, et lui, il a dû renoncer à sa nationalité danoise parce que les Danois n'acceptent pas la double nationalité. Mais en France, comme il accepte, il n'y a pas de problème. Sachez qu'en Corée, c'est la même aussi d'ailleurs. Ah ouais? Impossible d'avoir double. Oui. Corée du Nord, tu n'as qu'une nationalité. Oui, à Corée du Sud, tu ne peux avoir qu'une seule des deux nationalités. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, là, on parle des nationalités vraiment. Donc, ce qui est quand même pas non plus le cas de la plupart des expats. Je pense que il y en a beaucoup parmi tes collègues. Nous, on est tous, on
on a tous une carte verte et la plupart, ceux qui reviennent en France auront tous la double nationalité. Ils l'ont fait vite ou est-ce qu'ils ont attendu quelques années aussi? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tous eu des enfants là-bas, puisqu'on était dans les tranches d'âge où tu commences à avoir des enfants. Et quand t'as des enfants qui sont américains, tu te dis que peut-être dans le futur, ils y retournent. Enfin, moi, en tout cas, en revenant ici avec mes enfants, ils avaient 9 et 6 ans. Et je me dis que vers 18 ou quoi, il y a des chances qu'ils y retournent. Donc, j'avais envie de pouvoir retourner là-bas et vivre là-bas. Donc, ça me permettait ça. Ouais, Oui, c'est quand même un avantage. Ouais, c'est sûr. On sait jamais, quoi. Ça ouvre plein de portes, ça permet plein de choses. Après, c'est vrai que tu dois déclarer tes sous que tu gagnes. En même temps, moi, encore une fois, je suis pas à plaindre. Je pense qu'il y a pas de, c'est normal de payer ses impôts, tout ça. Donc, c'est plutôt compliqué, un peu complexe, mais sur le retour en France, j'ai juste un truc à dire. Le plus compliqué, c'est de trouver un appartement. On est bien d'accord. Bon, ça se saurait. Du coup, est-ce que vous conseilleriez plus aux gens qui nous écoutent de partir seuls, en couple ou en famille? Ou les trois. Ou les trois en même temps? Bah non, c'est pas possible. Alors, avant de répondre à la question, par rapport aux questions de nationalité, je peux peut-être donner quelques informations vis-à-vis du Canada. Ouais. Je sais que c'est plus complexe d'avoir la nationalité côté Québec. Oui. Donc, le petit conseil qu'il y aurait à donner de ce côté-là, c'est si vous avez la possibilité, visez plutôt Vancouver, parce que je crois que si vous voulez vraiment rester là-bas longtemps, si votre plan c'est vraiment je pars vivre l'Eldorado canadien, ouais, je conseillerais plutôt une ville comme Toronto ou Vancouver qui sont en dehors du Québec, même si le Québec c'est fantastique, ça met vraiment beaucoup plus de temps à avoir la nationalité, puisque je crois qu'il y a un temps de résidence sur le territoire à avoir. Il y a du coup le PVT à avoir, derrière résidence permanente, CSQ, je crois que c'est CSQ dans l'ordre. Donc CSQ, c'est l'autorisation québécoise en premier lieu. Ensuite, résidence permanente, c'est l'autorisation canadienne. Et en fait, du coup, ça rallonge toujours les temps pour ce genre de raisons-là au Québec. Puisque le Québec doit d'abord valider ton profil, puis c'est le Canada, et ainsi de suite. D'accord. Là où c'est plus facile, en dehors du Québec, où là, ils peuvent valider directement ton profil. Et du coup, une résidence permanente, c'est ce que souvent les Français qui veulent rester vont chercher à avoir. Ouais. C'est ce qui permet de rester, je crois, 5 ans, globalement. C'est une enveloppe. C'est des informations à faire, à rechercher pour vous. Mais là, comme ça, je crois que c'est 5 ans. Et après 5 ans, on peut avoir la nationalité canadienne, ou quelque chose comme ça. Mais du coup, quand tu vas à Vancouver ou Toronto et que tu demandes une résidence permanente, etc., là, après, tu es, si tu veux aller ensuite à Montréal, du coup, aucun problème, en fait. Ce sera plus facile d'aller à Montréal, ouais. Derrière, je pense. Demander le fameux CSQ, du coup, en fait, si t'es déjà, entre guillemets, canadien, à moitié, voilà, résidence permanente canadien. Plus facile, je pense. Ok. À vérifier quand même, hein, sur ces trucs-là. On vérifiera et on mettra ça sur les commentaires. Mais, ouais, normalement, c'est comme ça que c'est plus simple de faire, notamment aussi parce que, et là, j'ai un trou. Je ne sais plus pourquoi. Le climax. Ça m'a échappé, je suis vraiment désolé. Non, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, si je renvoie vers Alexis, si jamais ça te revient, tu reviens dessus. Ouais. On est d'accord qu'il vaut mieux y aller jeune quand même et seul pour ce genre d'aventure, quoi. Je sais pas. Honnêtement, je pense que les trois sont cool. C'est vrai, Ah ouais? Ouais, je pense aussi. Ouais, déjà, si tu vas avec ta famille et tout, il y a tout qui sera pris en charge pour que. Et puis, si t'as plus de bagages, je pense qu'ils t'offriront un salaire, etc., qui sera en conséquence, et qui fera que tu seras bien. Donc, s'il y a des gens, des étudiants aujourd'hui ou des gens qui commencent à bosser et tout, toi, tu leur dirais. Faites des gosses et partir. Ouais, c'est ça. Faut pas se retenir d'en faire. Ouais. Sous prétexte que t'as envie de bouger à l'étranger. C'est pas un frein, quoi. Ouais. Non, c'est pas du tout un frein. Moi, il y a des gens qui sont venus avec des enfants en couple, voilà, DreamWorks. Il y en a qui sont venus célibataires. Ça dépend. Moi, voilà, j'étais avec ma copine à l'époque. Mais vraiment, il y a de tout et tout marche bien. C'est sûr, il y a de l'administratif à faire en plus, mais c'est pas. Voilà, mais tout ça, c'est, encore une fois, les boîtes, les compagnies, enfin, elles prennent bien ça en main et,
Ok. Ouais, pour par rapport à ça, du coup, vu que ça m'est revenu justement pour cette raison-là, c'est que le fait d'avoir justement potentiellement des enfants ou des choses comme ça facilite aussi certaines démarches. Si tu amènes tes enfants ou ce genre de choses, je sais que le Canada est plutôt content de savoir qu'il y a ça. Et puis c'est pareil côté résidence permanente. Du coup, ils vont comptabiliser un certain nombre de points. Il a des enfants, ah ouais, check, ok, c'est cool. Il sait parler français, c'est bien. Parce qu'en fait, on sait pas tant que ça, mais visiblement, il y a un avantage à savoir parler français, même en dehors du Québec. D'accord. Donc du coup, ça reste quand même des choses intéressantes à savoir sur si vous avez cette double capacité entre l'anglais et le français, ça, pour l'immigration canadienne, ça facilite des trucs. Ouais. Oui, je sais qu'en Ontario, par exemple, ça parle aussi, enfin, il y a une forte communauté française, etc. Je sais pas après Vancouver ou Toronto, mais il doit y en avoir aussi, je pense. Oui, il y en a un peu partout dans tout le Canada, en fait, des communautés françaises, il y en a un peu dans chaque région, quoi. Je pense que c'est un peu le cas aux États-Unis aussi. Oh, il y en a partout. Et à Los Angeles, par exemple, si vous venez avec des enfants et qu'ils sont déjà à l'école en France, il y a des écoles privées qui sont françaises. Le Lila, qui est une très bonne école, ils ont plusieurs écoles dans Los Angeles selon votre quartier, et puis ils auront un enseignement complètement français jusqu'au bac. À la fin, au bac, en général, ils sont 15 par classe, donc il n'y a pas beaucoup. Mais et puis c'est les mêmes depuis le primaire. Mais non, en général, les enfants, les enfants qui étaient là-bas aux États-Unis, ils aimaient bien. Moi, mes enfants, ils étaient à l'école publique américaine, donc c'était vraiment. Là, ils sont revenus en France, par exemple, ils sont dans l'école publique française et ça se passe très très bien, quoi. Donc, je pense qu'il faut pas s'inquiéter pour ces enfants. Tout ça, il y a toujours. Ils s'adaptent très bien et au contraire, ça leur donne des expériences de vie de fou, quoi, qui sont. Ouais. Alors là, on parlait du social, mais moi j'ai une autre partie de la question qui est la partie pro par rapport à ça. Moi, les étudiants que j'ai eus là à l'ESMA, pendant 3 mois, je leur disais, ils sortaient dans 4e année, donc ils allaient rentrer sur le marché du travail, et je leur disais, si vous voulez partir, allez-y, parce que en fait, une fois que t'es là-bas, c'est des gens, quand tu vas revenir en France, que tu reviennes ou que tu reviennes pas, en fait, c'est après des gens qui vont se retrouver partout dans le monde, très souvent. Alors que si tu restes en France, on a quand même pas tendance à bouger beaucoup, quoi. Tu vois, il y a quand même un gain là-dessus, à mon sens. Alors aujourd'hui, ça change un peu, parce que comme on disait, que ce soit Guff, Fortiche, Dwarf dans une moindre mesure, je pense, mais on a beaucoup d'étrangers. Donc ça va forcément, dans 5 ans, il y a des gens que j'aurais croisés, quoi que même à Dwarf, on en avait pas mal déjà sur Trash Talk et tout. Donc je sais qu'en France, ça change beaucoup. Comparé à moi, il y a 10 ans, c'était mort. Je savais que si j'étais à Guff, ceux de Guff plus tard, j'allais les retrouver un peu partout, ce qui est le cas aujourd'hui effectivement. Mais j'imagine que aller à l'étranger, par contre, ça t'ouvre un nombre de portes et de carnets pour plus tard, qui est quand même un truc de fou. Qui vaut mieux faire jeune du coup que quand t'as déjà 10 ans de boîte et que tu t'en fous un peu des contacts au bout d'un moment. C'est un calcul à faire. C'est moi ce qui m'a motivé, c'est que justement je me suis dit il vaut mieux que je parte maintenant tant que j'ai pas d'enfants, parce que je voudrais forcément pouvoir profiter de ma famille, pouvoir avoir les enfants qui sont à côté, ou pas forcément. Je me voyais pas en fait tout simplement faire d'enfants à l'étranger, donc je me suis dit s'il est question un jour, parce que c'est pareil, rendu là, je sais pas à quel point aujourd'hui il est question d'enfant ou quoi que ce soit, mais sur l'idée, dans le si potentiel, il y a un message on se retrouve. C'était un message. Marilou, si tu écoutes cette émission, Non, il va y avoir des choses à vous dire ce soir. Sur le papier derrière, c'est à voir. Je pense qu'en effet, tant qu'on est jeune et sorti d'école, pourquoi pas, surtout si ça permet de voyager et de profiter, de pouvoir faire de l'expérience dans différents pays, etc. Pour moi, à mon sens, c'est le truc à faire, pourquoi pas, Mais est-ce qu'en tant que junior, c'est pas plus difficile de trouver du travail que quand on est ne serait-ce que mid? Non, là, ça dépend quand où. on va dans un autre pays, Pour moi, Disney, DreamWorks, Pixar, il vaut mieux être senior, je pense, à l'heure d'aujourd'hui, pour avoir une chance. Sinon, il faut mieux être américain ou voilà. Mais à l'inverse,
je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on peut aller en Espagne, par exemple, chez Ilion, on peut aller à l'atelier, à Montréal, on peut aller, voilà, Guff, Micros, même à Vancouver, à Londres. Bon, maintenant, Londres, avec Brexit, on est un peu plus galère parce qu'il faut à nouveau des visas, mais ça reste quand même beaucoup plus facile. Et il y a des boîtes comme ça qui permettent de se faire la main et justement d'être de pas être en France et justement d'avoir une démo qui permette après de partir. D'accord. Même en tant que junior, ça se ah ouais, fait, ça, moi c'est sûr qu'en tant que junior, ils cherchent à Lyon, ils cherchent chez Fortiche, ils cherchent là Dineg à Londres, ils cherchent à l'atelier, tout ça, il y a des opportunités, c'est sûr. Et on est d'accord que maintenant que c'est une question qui se pose, s'il y a le choix entre remote ou sur place, on va quand même aller sur place. Ah ouais. Hein? Ah oui. Ouais. Hein. Ouais. Parce que... Bah, tu veux rester en France et faire du remote Bibi. pour Montréal? Ah, wow. Ok, j'avais pas compris le fond de la question. Reviens pas. Bah, en vrai, pour être honnête, pourquoi pas? Pourquoi pas le remote à distance Ouais, mais oui, c'est mon cas qui est aussi particulier, c'est que je me retrouve moi dans un département technique où j'ai rarement besoin d'échanger aussi. J'ai un rythme en fait dans mon travail. Ça va être bon ben il faut qu'on attaque ça, et on a ce chantier à faire, vas-y fais le chantier et puis on en reparle dans une semaine quoi. Donc j'ai quand même cette facilité de pouvoir être pas mal autonome sur mon truc. Et puis avec les 2 ans que j'ai passé là-bas en remote, Sur place. sur place mais en remote, c'est ça. Les 1 an et demi on va dire, c'était ça s'est bien fait pour moi. Donc là comme ça, j'ai pas de gros stop à dire en remote. Même si par contre depuis que je suis rentré et à être sur site, ça reste quand même très agréable de voir des gens, bordel. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool le contact humain. On n'est pas tous si associables en fait. Donc ouais. Là chez DreamWorks, ça fait 1 an et demi qu'ils sont pas retournés au studio. Wow. Ils sont pas retournés Ouais. du tout. Ouais. Ah oui. Donc Ils prennent ça très au sérieux quoi. Ouais, non, c'est. Parce que je sais que D'accord. par exemple, on a eu des animateurs nous qui avaient bossé à Londres et qui voulaient rebosser là pendant notre break et ils ont réussi. Tu sais s'ils ont réussi ou pas Quentin, ouais, il a réussi. à en distance. remote, du coup, Ouais. depuis la France, Ouais. bosser pour l'Angleterre. Et Ouais, du coup, ouais. tu parlais qu'il y avait des problèmes de visa, bah là, du coup, t'en as pas besoin, quoi. Ouais, après, je sais Ça, pas ça comment m'arrange. ça se passe au niveau de comment ils payent et tout. Ouais. Pour Quentin, mais. Ouais. D'accord. Mais j'en S'il connais y a encore plusieurs, ouais, question qui Mais là, bossent dans des boîtes ça a londoniennes. changé parce que Brexit, c'était il y a pas si longtemps que ça, quand même. Ouais. Ouais. Début Ouais. d'année, ouais. Donc, je sais pas trop. Faudrait demander à Quentin. Ouais. Et parce que le retour, mais et le retour en France, comment ça se passe? Le blues, moralement, professionnellement, etc. Comment ça se gère? Pas administrativement, hein, on a vu tout à l'heure, mais du coup, ouais, moralement, professionnellement, Déjà, comment est-ce ça que se c'est gère? un retour forcé ou un retour volontaire? Parce que déjà, ça conditionne un peu l'état d'esprit dans lequel on va rentrer. Exactement. Donc pour moi, c'était un retour volontaire. Ça faisait plusieurs années que j'avais envie de rentrer en France parce que ça me manquait. Encore une fois, le capitalisme, le positivisme, enfin le côté positif surtout, et surtout le côté très faux de ah c'est génial. Sans avoir- Amazing. Amazing. Et puis c'était surtout pour mes enfants, j'avais pas envie qu'ils soient comme ça en fait, j'avais envie qu'ils aient un côté un peu plus français. Donc Râle un peu, bordel! voilà, c'est ça. Un peu plus, mais c'est surtout la vie elle est plus simple. Là j'habite à Aigues-Mortes, moi je suis dans un petit village, je vais à la boulangerie, je vais faire au marché, tout ça, Ils ont j'adore ça. l'électricité là-bas? Il habite à Mais t'es revenu Aigues-Mortes, d'abord. mais c'est génial. C'est vrai que je suis revenu dans mon pays d'abord, mais c'est pareil. Même dans les cuissons, il y a quand même ce petit microcosme qui est génial et qui fait que c'est plus simple. Donc moi j'ai beaucoup, moi je suis très content d'être revenu. Après il y a des choses qui me manquent de Los Angeles, mais pas, c'est parce que j'ai vécu 15 ans là-bas, ça fait tout autant partie de moi que Paris ou tout ça, mais je regrette en rien du tout et ça a pas été dur, quoi. Ça a vraiment pas Ouais, été c'est ça, dur. ça s'est fait aussi smoothicement, je sais pas si on peut dire Ouais. ça comme ça, Ouais, que très- le départ là-bas, quoi. ouais. Et pour femmes et enfants, pareil, ou? Ouais, très bien. Ouais. Après, Ouais. les enfants, ça leur manque aussi, mais c'est parce que Ils sont nés là-bas, non? ouais, ils sont Ouais. nés là-bas, puis ils avaient vraiment une qualité de vie qui était cool, quoi, pour Mhm. des enfants. Enfin voilà. Après,
on va parler de choses très simples, mais le coût d'un cours de foot ou de peu importe en France, c'est ridicule comparé aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'était très très cher. En fait, dès que tu as des enfants, que tu dois les mettre à l'école, que tout ça, c'est très très cher. Donc, je trouve ça aussi plus normal, ce côté de vie en France où les choses sont accessibles à tous, c'est beaucoup plus social. C'est tout ça qui associatif, Donc ça, etc. c'est Exactement. Ça aide aussi, ouais. C'est énorme, énorme. Donc ce côté-là on pourrait croire que c'est cliché et tout, c'est quand même très réel. C'est encore très concret aujourd'hui. Très concret. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, Bibi. Alors, pour moi, du coup, je pense que ça a été un peu les deux. Pour le coup, ça a été du coup un choix, mais aussi en rapport avec le Covid. Donc du coup, ça, pour moi, je pense, le Covid a accéléré les choses. J'aurais pu rester 1 ou 2 ans de plus, on va dire aisément, mais ça a été dur moralement pour moi de me retrouver loin de ma famille sans pouvoir les voir régulièrement. Donc du coup, j'ai vraiment passé 2 ans là-bas, mais je n'ai pas fait de retour en France dans ces 2 ans-là. À cause du Covid, à cause des règles sanitaires, etc. Oui, alors que tu comptais le complexe. faire, etc. Alors que je comptais le faire, j'avais un mariage dans la famille à voir, à participer, ce genre de choses. Donc tout ça, ça n'a pas pu être fait. Donc ça a été globalement dur moralement quand j'étais là-bas. Maintenant que je suis rentré, j'ai pu voir ma famille, pas autant que je voudrais, mais déjà, même si ça a été que très peu de temps, c'était déjà très bien, puisque ça fait 2 mois que je suis là, donc voilà. Je sais que je vais la voir prochainement aussi, donc ça me rassure. Donc ça, c'est les aspects cool. Après, j'ai je suis encore sur le retour de... Les Français, quand même, ils restent un peu râleurs sur les bords. Et puis, il y a un peu d'agacement aussi, et ça commence à revenir, ce côté-là. Les racines, c'est ça. Où, il y a des comportements où parfois on dit, c'est vrai que ils sont chill là-bas quand même au Québec. C'est quand même plus posé. Et, donc ça manque aussi par contre. C'est vrai que Montréal est une ville magnifique. Vraiment, les Québécois sont extrêmement chaleureux aussi, pour le peu que j'ai pu rencontrer, même si j'ai pas pu beaucoup me lier d'amitié avec eux, c'est pas pour autant que j'en ai pas rencontré. Donc, du coup, tous les contacts ont toujours été très bons. C'est un vrai plaisir d'aller dans un magasin et dire salut, ça va bien. On passe à la caisse, le salut, ça va bien, c'est quand même quelque chose qui est vraiment cool. Et puis c'est vrai que à revenir ici, c'est bizarrement il y a ce genre de petit réflexe où arrivé Paris Gare du Nord, le contrôleur, salut, ça va bien. Vous revenez d'où, monsieur? Vous êtes là en vacances ou vous venez revivre dans le coin? On revient vivre. Bonne chance. Voilà. Donc du coup ça a été ça, mais non, voilà. Donc il y a eu des trucs durs sur le retour pour le coup. Ouais. Mais je vais pas dire qu'il va y avoir le blues, même si il y a des aspects où la vie est pas la même non plus. En tout cas pour moi aujourd'hui en l'état. Donc il faut voir. J'ai une toute petite question, vous pouvez botter en touche si vous n'avez pas envie d'y répondre. C'est est-ce qu'on vous l'a reproché d'être parti de surtout France, toi qui es parti 15 ans, mais je veux dire de la famille. Ouais, des proches, des gens. J'ai beaucoup de gens qui me disent je veux pas partir parce que Jean-Michel va me dire si, parce que bidule, ou parce que moi je suis avec mes. Enfin, il y a cette espèce de retenue un peu de se dire on va m'en vouloir si je m'en vais si longtemps. Non, ça a été. Ouais. Moi non plus. Ouais. C'est ce que je forcément pensais aussi, tu me manques évidemment. Ça Ouais. c'est des trucs qui arrivent et c'est normal. Et ça va arriver aussi à la personne qui va partir. Bah oui, évidemment, ma famille me manque, c'est logique. Ouais, voilà. C'est dans l'ordre des choses. Ou les copains ou ce genre de choses. Donc ça c'est vrai que c'est l'aspect très positif quand on revient. On peut reprendre les réflexes d'antan de je vais revoir un tel, je vais revoir machine, comment ça va, des Finalement trucs ils comme ça. comprennent quoi. Donc ils comprennent très bien. globalement, ouais. Ils comprennent, il y a pas de souci quoi. Et puis surtout aussi le truc qui est cool, c'est que sauf en temps de Covid, mais sinon quand tu es dans un autre pays, tu peux accueillir des potes, ta famille, ils viennent pendant 1 semaine, 2 semaines, et tu leur fais découvrir le coin, tout ça, c'est sympa quoi. Bon après c'est vrai que ça manque beaucoup aussi.
Nous, on avait tendance à revenir tous les années, quand même, pendant l'été, pendant un mois ou quoi, mais bon, ça, moi, je trouve que on m'a jamais reproché, ouais, ça. Ok. Non, moi non plus. Et est-ce qu'en France, c'est bien vu d'avoir bossé à l'étranger? Professionnellement, est-ce que d'un coup, quand on voit sur le CV, vous avez bossé à Los Angeles, vous avez bossé à Montréal, Ouais, ça c'est même pas que au travail, hein, j'ai envie de dire, c'est surtout même les gens que tu rencontres. Ah, tu étais à Los Angeles, hein, je sais pas. Ouais, moi j'ai plutôt tendance à pas trop aimer en parler, enfin bon, sauf là. Désolé. Mon Dieu. Non mais parce que souvent on se dit ouais j'étais à l'Est, c'était génial. Donc mais sinon ouais c'est vrai que moi les gens ils aiment bien, ils trouvent ça cool, ils ont envie de savoir plus dessus donc. Pareil pour toi j'imagine. Bah pour moi c'est peut-être trop tôt pour en parler justement. Un peu trop tôt. Ouais. Je pense. C'est là sur 2 mois je peux pas dire bon bah voilà je retravaille à Dwarf du coup donc ça s'est fait très naturellement. J'ai recontacté la boîte que j'avais quittée quand je suis parti au Canada donc voilà donc c'est je vais pas dire que ça a pas pesé sur la balance bien sûr mais par contre c'est pas c'est l'expérience, voilà. Oui, j'ai pris du galon, c'est bien. Après, on m'a pas spécifiquement parlé de c'est génial et tout. J'ai pas encore eu ce retour-là de dire t'as eu une expérience étrangère, c'est cool. Par contre, de l'autre côté, moi je le vois dans ma vie de tous les jours, j'ai un comportement différent. Donc j'ai grandi par rapport à ça et je sens que je prends peut-être plus les trucs du côté positif de me dire bah je suis moins fermé sur ce truc-là et puis j'ai mes barn doors là qui là tu commences à me plaire. J'ai mes œillères qui se sont ouvertes en grand et je vois plus grand que moi et que ça c'était cool. Pour le coup ça c'est de me dire non mais en fait il y a d'autres civilisations, il y a d'autres trucs et tout. Mon rapport aux gens a pas mal changé je pense. Ouais. Ça apporte énormément humainement, peut-être plus que professionnellement. Ou équivalent. Pour l'instant, je peux pas dire. Pèse pas, mais professionnellement, je sais pas dire parce que c'est trop tôt pour moi. Mais humainement, ouais. Là, ça pèse. Ouais. Je pense professionnellement, c'est difficile de savoir ce qui serait passé si on n'était pas. Enfin, pour moi, je sais pas ce qui serait passé si j'étais pas parti, si l'heure d'aujourd'hui serait pareil ou pas. Mais c'est vrai que l'heure d'aujourd'hui, moi, ça m'a permis d'arriver chez Fortiche parce que j'étais à DreamWorks et qu'ils ont entendu que j'étais de retour et que ça serait parfait pour être lead parce que et que là maintenant j'ai encore plus de responsabilités parce que de l'expérience et tout. Donc c'est surtout ça forme très très bien quoi. Moi, je sais qu'être aux États-Unis niveau formation et apprentissage et tout, j'ai appris énormément et ça m'aide beaucoup à l'heure d'aujourd'hui quoi. Ouais. D'accord. Très très enrichissant pour avoir fait 2 boîtes différentes là-bas. Donc du coup 3 boîtes en tout et pour tout. Il y a vraiment des manières différentes de travailler et c'est très enrichissant justement. Mon petit conseil personnel par rapport à ça serait hésitez pas à aller voir des manières différentes de travailler parce que c'est extrêmement enrichissant justement. Bien sûr. C'est pas forcément mieux, mais c'est différent, donc enrichissant. C'est exactement. Ça, ouais. Il faut être critique sur soi-même, mais il faut être aussi un peu critique sur ce genre de choses. Attention, critique dans le bon sens du terme, pas vouloir défoncer ce qu'il y a, mais c'est voilà. Et essayer de faire la part des choses et se dire ça c'est vrai que qu'est-ce qui faisait que ça fonctionnait? Il y avait de ça, il y avait de ci, il y avait de là, etc. Donc avant de conclure, moi c'était un petit truc que je voulais ajouter. Là on était vraiment sur vos 2 cas très personnels. Est-ce que vous avez la sensation de toutes les personnes que vous connaissez qui ont eu à peu près le même genre d'expérience que ils ont globalement les mêmes retours? Ou est-ce que vous savez que des fois ça peut aussi très très mal se passer ou est-ce que c'est rare quand même? En gros. C'est la question Je les ai subsidiaire. collés. Je les ai collés. Là, je veux dire, à DreamWorks, j'ai pas eu ce truc-là où il y avait des gens qui sont venus pour quelques mois et sont repartis. Par contre, à l'inverse, là, chez Fortiche, il y avait Giacomo qui est venu d'Italie pendant 2 mois et il a pas trop. Bon, après, il y avait des problèmes familiaux, d'autres choses comme ça. Donc, je pense que ça dépend beaucoup de ça, surtout. Mais que globalement, ça va quand même. Ça a été quand même pour beaucoup. Ils ont à peu près les mêmes genres d'expériences, même genre de retour. Sur tout ce que vous avez dit là, on peut quand même le globaliser. Je pense que j'aurais envie de dire non parce que ça va être tout à chacun son rapport par rapport à tout ça.
Donc il peut y avoir des Oui. très bonnes expériences, il peut y en avoir des très mauvaises, je pense. Ouais. Faut vraiment faire attention sur ce truc-là et prendre un peu des petites pincettes parce qu'il faut juste oser faire les choses. Moi, j'étais très peureux avant de partir. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me décider. Et puis voilà, j'étais pas sorti de l'Europe, quoi. Donc pour moi, j'étais en train d'attaquer le monde. C'était genre, j'allais traverser un océan. Donc c'était super impressionnant pour moi. Donc du coup, j'avais cette énergie aussi de dire bon ben je vais convertir ça en truc et je vais essayer d'en faire quelque chose. Donc il y a ces aspects-là, mais puis c'est pareil, on va peut-être se rendre compte aussi de certaines choses, peut-être des petites inégalités, des trucs comme ça, et en fait c'est y aller open mind, ouvrir un peu l'esprit, et puis voilà. Après, je pense qu'il y a un des trucs par rapport à ta question qui m'est venu, c'est par exemple quand j'ai été embauché pour partir là-bas, une des questions qui a été, c'était en hiver. Il fait froid. Est-ce que tu es sûr que tu vas tenir moralement? Donc du coup, évidemment, bah là, on commence à se dire, ouais, ils posent quand même la question de se dire, bon, ils ont aussi envie de construire quelque chose, un projet, ce genre de choses, et ils ont envie de te garder plus que quelques mois parce que l'hiver il est trop froid. Donc du coup, bon, il y a ces aspects-là aussi. Je pense qu'il y a, malheureusement, je pense qu'on entend plus des aspects positifs que les gens qui sont partis quelques mois et qui sont revenus, et en fait on n'a pas forcément pu les croiser, quoi. Ok. C'est intéressant d'avoir une personne ou deux qui a eu une très très mauvaise expérience qui pourrait faire contrebalance de ça. Ça n'hésitez pas dans les commentaires, exactement, etc., c'est ce que j'allais dire, à venir mettre des contrepoints si vous êtes Et est-ce que vous avez des livres, sites à conseiller pour les gens qui veulent partir? Faites la blague, faites-la, vas-y, pèse. Son petit guide du routard. Yes. Oui, voilà. Non, clairement, le guide du routard, ça aide ou c'est une vanne? Non, Ouais, j'ai une vanne, ouais. Non, Google Maps, ouais, ça aide bien. À Google Maps, ça c'est vrai que, en tout cas, aux États-Unis, Google Maps, il y a tout dessus, tout est, même en France, ça commence à devenir de plus en plus, tu regardes pour ton resto pour savoir si ça va être bon ou pas. Uber Eats. Uber Eats, ouais, très important. Bibi Uber, hein. Uber. Ouais. Si. D'accord. Bon, bah, s'il y a des choses qui vous reviennent. Ouais, enfin, moi, je sais qu'il y a, à être au Canada, ou au Québec, plus particulièrement au Québec, si jamais, vous y allez et que vous aimez la nature, regardez la CEPAC, SEPAQ, qui est en fait, le regroupement de tout ce qui est parc national au Québec. Donc du coup, là, vous allez pouvoir trouver des randonnées, des trucs comme ça, des lieux à visiter. C'est magnifique. magnifique. Nature, magnifique. Franchement, ouais. Puis si vous êtes un peu amateur de photos, allez-y, quoi. Faites-vous plaisir. C'est un Les vrai grands régal. espaces. Ah ouais, c'est... Pareil en Californie, en Arizona, tout ça, c'est magnifique. Et pour niveau des sites, si vous êtes à Los Angeles, c'est important de se mettre au consulat de France, surtout dans cette région, parce qu'il y a des tremblements de terre et qu'en cas de tremblement de terre, ils vous rapatrieront en France. Voilà. Ah, c'est S'il pas y a des gros problèmes, tout ça, ça aide, quoi. Ouais, je plus sois le site du consulat de France. Du consulat de France, ouais. Montréal, Ouais, c'est il y a plus pour les des- tonnes de neige qui Non, il y a des tremblements de terre aussi, visiblement. C'est Ah ouais Ouais, il y a ok. des tremblements de terre sur l'île de Montréal. C'est plus rare, J'ai hein. jamais trop senti. C'est régulier, mais c'est pas. C'est voilà, en dessous quoi. de 1 sur l'échelle Ouais, de c'est le genre Richter. de truc. J'avais un collègue comme ça qui me disait, t'as senti le tremblement de terre cette nuit? Non, je sais pas. je dormais. et non, mais le consulat, ouais, très important, s'enregistrer là-bas. Voilà, ouais. Ça, pour le coup, sur la question des regrets, je me suis pas enregistré au consulat, je suis revenu. Pas bien. Alors après, c'est plus pour faciliter les démarches administratives, parce que par exemple, sur les questions du retour en France, j'avais des affaires que j'ai voulu rapatrier, donc j'ai fait appel à un déménageur. Le déménageur a demandé où est-ce que j'allais résider en France, donc il a fallu un papier du consulat, et j'ai eu de la chance que ça pouvait se faire très rapidement, mais il y a des trucs comme ça où si on nous demande un truc bien précis au consulat, si on est enregistré, ça va plus vite que si D'accord. on n'est pas enregistré. Même pour Ça refaire les facilite. passeports, tout ça, Ouais. ouais, ça Ouais. facilite. Ouais, oui. Ouais. Puis il y a D'accord. des trucs qui sont payants et pas payants. Là, par exemple, je me suis pas enregistré, donc j'ai payé D'accord. pour avoir ce Ok. papier. Oui, d'accord. Bon. Très bien.
Messieurs, je crois que nous avons pété les quotas sur cette émission. C'est vrai? Bien Oui. entendu. Mais voilà, il y a tellement de choses à dire. C'était passionnant. C'était Vraiment. encore Merci. passionnant. Cool. Merci à vous. Ouais, merci bien. C'était encore. Oui, ça marche encore. La liaison se fait. Il est tard et on est fatigué. Donc, merci infiniment Merci à pour vous. vos deux Merci, les témoignages. gars. Avec grand plaisir. C'était Ouais. super. Il y aura encore plein de choses à dire. Mm. Floudez les questions si jamais. Oui, Je n'hésitez regarderai pas. Si je peux répondre. Ouais, Ah oui, n'hésitez parce que pas là, à balancer des ouais. commentaires, chers auditeurs. Vraiment, voilà, on vous encourage Surtout que à Billy réagir. sera là, quoi qu'il arrive, pour y répondre de vive voix même, tu vois. En plus, puisque la Bien prochaine longtemps. émission, tu seras derrière le micro, mais Eh oui. derrière la, enfin, j'avais envie de dire la caméra, mais nous n'avons pas de caméra, Non. mais en tout cas, du côté sur le banc des intervieweurs. C'est ça. Ouais. Bon. Et on en est ravis. Moi aussi. Ouais. Ah, bah, c'est cool. Ah, Vivement. tu vois. Ouais. Vivement les copains. J'arrive. C'est pour ça qu'il est revenu. C'est pour CGY. Merci à vous, merci Pez, merci Néo. Merci le à doc. toi, le doc. Et Merci puis- Bibi. Merci Alexis. Merci à vous. Merci. Et puis à bientôt. Yes. N'hésitez pas à faire tourner, à mettre des commentaires et des étoiles, des pouces bleus, des machins, des trucs. Je sais pas sur quel support vous nous écoutez, mais s'il y a de quoi nous noter, notez-nous, ça nous fait remonter dans les listes. Et puis il y a plus de gens qui nous écoutent. Et puis tout est cool et tout est formidable. À bientôt les bipèdes. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. 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 Des bisous.